Est-ce que c'est Vincent Kompany, le meilleur défenseur central de l'histoire du football belge? Ce serait qui d'autre? Je sais pas, je pose la Bonne question. réponse. C'est à toi de me dire, Dédric. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. On est de retour après la trêve internationale. Quel plaisir, quel bonheur d'être en votre compagnie, tout simplement pour avoir, l'occasion d'aborder toute une série de sujets avec aujourd'hui l'invité du mois de mai, on n'y est pas encore. Le mois d'avril, bien sûr, un invité absolument exceptionnel. On vous le présente dans quelques petits instants. Aujourd'hui, le menu du jour est très simple. On revient évidemment sur cette première journée des playoffs. On ira sur un petit débriefing. On parlera quand même un peu des Diables Rouges, ça fera plaisir. Et puis évidemment, la part belle sera consacrée à notre invité. Bonjour Quentin, comment ça va? Hello Sacha, ça va bien? C'est parti pour les playoffs, hein. On est chaud. Et le retour, hein. Ouais, ça fait quelques semaines. Ça t'a manqué ou pas? Ouais, franchement, ça m'a manqué. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, pas de Xavier, mais tu prends un peu sa place physiquement. Je veux dire, il est là d'habitude. Donc c'est magnifique en tout cas de t'avoir en notre compagnie. Bon Thomas, comment ça va? Très bien, moi je garde ma place. Je ne laisse jamais ma place ici, c'est mon coin. On a vu qu'en tout cas notre groupe WhatsApp a bien brûlé sur les Diables Rouges, Belgique-Ukraine, ça s'est un peu tapé sur un certain sujet RL. Team Lukaku à vie, à vie. On va y venir bien sûr parce qu'on va présenter évidemment notre invité. Il y a tellement de choses à dire sur lui qu'on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on doit le présenter. Une star, on peut le dire, du football belge, un joueur qui est passé par un des plus grands clubs du monde à l'heure actuelle, Manchester City, un Diable Rouge aussi qui a fait, c'est simplement partie d'une des plus belles générations de l'histoire du football belge. Monsieur Dédric Boyata est dans la maison. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Franchement, c'est un plaisir. On l'a dit, t'es passé par tellement de clubs, tellement d'histoires. T'as en toi tout simplement un background, une histoire football qui est incroyable. C'est pour ça que je me dis par où commencer, quoi, tu vois. Ah, écoute, moi je suis là ici, je suis venu pour justement participer à l'émission, donc c'est toi qui poses les questions. On est là pour ça. Tu sais, il y a eu plusieurs étapes dans ta carrière. Il y a eu le Boyata qu'on a découvert à Manchester City. On a eu forcément le Boyata qui s'est affirmé du côté des Celtics. On a eu évidemment le joueur qu'on a tous aimé avec l'équipe nationale de Belgique. Et puis, la période à Bruges. Quelle est la différence, fondamentalement, entre tous ces Dédric qui ont évolué durant la carrière? Comme tu l'as dit, à City, ça a été le début pour moi, un peu je dirais l'aventure, surtout à partir du moment où j'étais jeune. Je suis parti là-bas, j'ai découvert un club en Angleterre. Ça a été l'aventure sans réellement savoir si ça allait être un succès ou pas. Et puis... ça a été plus ou moins du bon sens, je dirais. Et puis, oui, j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer des matchs là-bas et participer et être présent dans une équipe de transition aussi qui, finalement, était la meilleure transition dans laquelle je pouvais être, je dirais. Et oui, après, il y a eu l'affirmation au Celtic, là où tu prends un peu ton envol et tu mets en pratique un peu tout ce que tu as déjà appris et tu essaies de t'affirmer en tant que joueur, on va dire personnellement. Et ensuite, après c'est des décisions, c'est différents types de décors. Tu fais des transferts. Je suis parti en Allemagne aussi entre-temps et c'était aussi clairement pour moi un très très bon moment parce que j'ai pu être capitaine d'une grande équipe aussi. Et, avoir un enfant là-bas aussi, devenir papa. Enfin, je veux dire, par là, il y a tellement de choses par lesquelles tu passes et puis le retour à Bruges ici en Belgique, le retour à la source entre guillemets. Bon, Bruges n'était pas la source, mais je veux dire en Belgique la source et voilà donc des grands passages, des grandes rencontres et c'était cool. Mais c'est qui le meilleur Dédric? Est-ce que c'est celui qui gagne le championnat d'Angleterre en 2014? Est-ce que c'est celui qui fait le quadruplé avec le Celtic Glasgow? Est-ce que c'est celui qui est champion de Belgique 2023-2024 avec le club de Bruges? Est-ce que c'est celui qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu, dont on n'a pas beaucoup parlé? C'est vrai que c'est une période où tu étais un peu moins médiatisé du côté de l'Union de Berlin. Elle est où Hertha Berlin, pardon, excuse-moi. Le blanc. Le Hertha Berlin, évidemment. Quelle est la meilleure, je dirais, période, véritablement? Honnêtement, ça dépend, parce que ça dépend de comment tu le décrirais. Tu sais, si aujourd'hui, c'est comme quand on essaie de juger un joueur, tu le juges par rapport à ce qui te plaît réellement, ou bien à ce qui, statistiquement, ressort le plus. Moi, personnellement, je dirais, sur toutes les périodes, ça m'a permis d'être moi, tu sais. Comme j'ai dit,
j'ai voyagé, j'ai rencontré des personnes, j'ai pris de l'expérience un peu à gauche, à droite. Maintenant, l'expérience même qui m'a le plus plu, ben, honnêtement, la Coupe du Monde, c'était... C'est là où tu t'es senti le plus fort dans ta carrière? Non, je dirais pas le plus fort. Je dirais juste c'est ce qui m'a donné le plus de joie en tant que footballeur. Parce que t'as la différence de quand tu commences à jouer au foot et que tu le fais en tant que hobby, et puis quand ça devient réellement ton job et c'est, oui, clairement, c'est du sérieux. Donc, le même côté joie, c'est sûr que avoir des victoires chaque week-end, bien sûr, ça te ramène la joie, mais jouer en Coupe du Monde et gagner en Coupe du Monde, il y a une petite touche en plus qui est extra. Donc, mais maintenant, le plus fort, honnêtement, j'ai même du mal à me rappeler. Non, mais honnêtement, là où tu étais au firmament de ton niveau en tant que footballeur, là où tu t'es dit, là, je me sens intouchable. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que moi, j'ai une idée. Alors, on peut en parler ensemble, évidemment. L'idée, c'est d'aborder ce sujet tous ensemble. C'est le 21 juin 2021. Tu joues un match contre la Russie avec la Belgique. Euro 2020, tu es exceptionnel dans ton marquage individuel face au numéro 9 à l'époque. Alors, ne me demandez pas de retrouver le nom. Dzuba. Voilà. Tu as fait un match extraordinaire. Pour moi, c'est certainement un des matchs où je t'ai vu le plus fort. Je pense que Roberto Martinez, en plus de ça, vraiment t'avait donné une confiance nécessaire. Il avait joué tactiquement pour parfaitement faire en sorte que tu sois en duel face à lui. Il n'a pas bougé d'un iota. Et résultat des courses, le match s'est très très bien passé pour l'équipe nationale de Belgique. Oui, c'est vrai que ce match-là, c'était un match référence quand même pour moi aussi. Maintenant, je dirais que ce profil de joueur me convenait super bien. Ouais. Bah, parce que, de nouveau, après, il faut voir aussi le contexte. Tu sais, quand en équipe nationale, on avait cet ADN, cette manière de jouer qui était constante chaque week-end. Tu sais, on n'avait pas, malgré certaines difficultés dans lesquelles on pouvait avoir, on ne changeait pas forcément beaucoup la formation. Donc, du coup, on gardait et on enregistrait exactement de la manière dont on devait jouer. Et c'est vrai que ce match contre la Russie là avec Zugbe qui était très fort physiquement, ben du coup c'était un duel, c'était du 50-50 je dirais, mais ça s'est très bien passé pour moi. Et c'est vrai que le pouvoir le faire dans ce genre avec ce genre de vitrine, c'était top. On parle de Dzuba. Est-ce qu'il y a un joueur que tu considères dans ta carrière inarrêtable? Ça peut être ceux avec lesquels tu as joué à l'entraînement. Hein. Honnêtement, je dirais pas inarrêtable. Je pense que personne n'est inarrêtable. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, tu as des joueurs qui te posent beaucoup plus de problèmes. Tu vois. maintenant, comme je dis, Dzuba, c'était un joueur avec le profil qui me convenait parce qu'il était en face de moi. C'est pas qu'il allait commencer à jouer sur mes angles morts, faire des appels en profondeur. Tout était en face de moi, donc je pouvais le contenir. Maintenant, honnêtement. Un petit gabarit peut-être. Voilà, dans ma carrière, en fait, de nouveau, je vais pas dire que... Je vais donner cet exemple-là. Dans ma carrière, un des matchs les plus difficiles que j'ai eu, c'est quand j'étais à Bolton et qu'on jouait Tottenham. On joue Tottenham à l'extérieur, c'est pour un match de coupe. Et en face de nous, il y a Scott Parker, le capitaine, que j'ai eu comme coach à Bruges après, Modric, il y a Gareth Bale, Adebayor devant, et à droite, Jobé, c'était qui? Première mi-temps, aucun souci. Ça se passe bien. D'ailleurs, même, oui, jusqu'à la fin, ça se passait bien. On fait le match retour, et là, il change Adebayor et il met Jermaine Defoe. Et en fait, c'est là où je réalise que tu as des joueurs qui arrivent à jouer d'une certaine manière et qui te font réfléchir beaucoup plus que d'autres. L'attaquant moderne numéro 9, tu le vois, c'est le grand gabarit qui joue un peu le holding, qui veut garder la balle. Et j'ai un gars qui joue dans mon dos constamment. Toi, tu veux garder la ligne haute, mais tu sais pas il joue dans ton dos constamment. Et en fait, c'était un des matchs les plus difficiles que j'avais avec Jermaine Defoe. Mais maintenant, par rapport à ces qualités-là, lorsque je vais en Allemagne et que je me retrouve face à Lewandowski, eh ben, ouais. C'est lui! C'est lui ou pas? En fait, voilà, de nouveau, j'ai joué beaucoup de matchs contre lui et sincèrement, c'est de nouveau un profil qui pouvait me convenir, mais par contre, il rajoutait le fait de jouer dans mon dos constamment et dans les angles morts parce que du coup, il allait marcher, il allait faire comme s'il voulait pas la balle et en un coup, il sortait de sa position, il prenait la balle, il la jouait une touche, il repartait et c'était difficile. J'ai eu Lewandowski, c'était difficile et Haaland aussi. Contre Dortmund, je me rappelle, on joue un match, on perd 4-1, je pense, et il met 4 goals, tu vois, en tant que défenseur, tu te dis... Non, quoi, tu vois. Ouais, t'as le cul sale, quoi. Ouais, c'est compliqué. Tu rentres à la maison, tu regardes les analyses, t'as envie de voir si c'est ta faute, si tu peux faire quelque chose améliorer ton positionnement, etc. Mais ouais, voilà,
Donc je dirais Lewandowski, il m'a donné beaucoup plus. Ouais, qui a toujours d'ailleurs pas mal de belles statistiques avec le c'est Barcelone. C'est incroyable. C'est À son incroyable. âge, Il a vraiment c'est- ce rôle un peu comme un Luis Suarez aussi, je trouve, à se faire oublier, à vraiment se mettre dans le dos de la défense et au final, dans le rectangle, il est là, c'est un tueur. Toujours. Donc, tu peux être sûr que sur le centre, il va être présent. Encore ici, le goal qu'il a marqué il y a pas longtemps, où il est monté au jeu en semaine contre Osasuna, et il arrive et il y a un centre, il te met une tête, mais tu dis, Il mais lui en faut pas incroyable, beaucoup, c'est ça. ça qui est fou, c'est C'est qu'il lui ça. en faut pas beaucoup, les mecs, et c'est pour ça que justement, des attaquants de ce niveau-là, voilà, c'est très important dans un noyau. Mais toi, tu parles de grands formats, c'est-à-dire d'attaquants qui sont quand même relativement costauds, qui allient, tu dis, la vitesse d'exécution et la puissance et qui sont très efficaces. Moi, je pensais que ça allait être plus difficile pour toi face au format de poche. Exemple, El Kun Agüero. Par exemple, tu vois, un Sergio Agüero, à titre personnel, je l'ai déjà vu dans un stade et j'étais à Manchester City, Hull City. À l'époque, c'était en 2013 et j'ai été impressionné par la façon par sa force gravitationnelle. Donc la manière dont il arrive à tourner avec le ballon, en étant tout petit comme ça, sa mobilité. Je trouvais ça extraordinaire. Je me dis, mais un profil comme le tien, il doit te faire vraiment des torticolis. Bien sûr, quoi. c'est vrai, mais à cette époque-là, j'étais encore jeune, je pourrais courir facilement, tu vois. Donc du coup, non, mais honnêtement, c'est vrai que les joueurs, on va dire, qui ont la gravité un peu plus basse, on est un peu comme Eden, tu vois, c'est des personnes qui généralement, on a tendance à dire, ils sont gainés parce que tu peux aller sur le duel et t'as l'impression qu'ils bougent pas. Kun, c'est pareil. Maintenant, c'est vrai que j'ai jamais joué contre lui. Je vais pas aller à l'entraînement, mais c'est pas réellement pareil. Oui, il y a des situations où voilà. Mais de nouveau, je pense que même pour ces joueurs-là, dans ma carrière, je les ai bien vus, hein, Carlos Tevez à l'entraînement, il met son bonnet jusqu'ici. C'est un apache. Voilà, mais tu les vois pas, quoi. Ils sont très tranquilles et puis il y a que sur le terrain, c'est des vrais chiens, quoi. Donc maintenant, c'est vrai que à l'entraînement, par exemple, les joueurs qui ressortaient beaucoup plus, c'est les playmakers. Sur le trio. David Silva. Yaya Silva Nasri. Ouais. Honnêtement. Est-ce qu'on a déjà fait mieux dans le milieu de terrain Est-ce qu'on peut les comparer avec, par exemple, un trio du Real Madrid ou un trio actuellement? Est-ce que c'est pas justement là où le football a perdu en ancrage technique? Quand on voit ce milieu de terrain extraordinaire. Ta question, c'est le débat qu'on a tous les jours sur même le sujet du football, tu vois, quand on veut. Est-ce qu'il a régressé? Oui, est-ce qu'il a régressé? Et aussi, lorsque tu veux désigner, tu veux nommer quel est le meilleur joueur selon toi. Et t'en as qui vont te parler des statistiques, et t'en as qui vont te parler de la beauté du football. Et aujourd'hui, c'est là où c'est un peu difficile de réellement avoir une réponse qui soit objective pour tout le monde. Tu le détailles, tu le décris de la manière dont toi tu le penses. Moi, au jour d'aujourd'hui, niveau qualité, technique et vista, et il n'y avait pas meilleur que ces trois-là, en fait. Et surtout pour moi qui découvre le foot à ce moment-là, il n'y avait pas meilleur. Surtout qu'en plus, il y a l'éthique de travail aussi qui est là, qui te permet de voir un peu comment ces joueurs ont ce niveau-là. Maintenant, moi, la différence aussi, c'est quand j'arrive à City, c'est toutes des personnes qui sont déjà établies auparavant. Donc, ils arrivent là déjà à l'apogée de leur carrière, d'une certaine manière. Et il y a personne qui va leur apprendre plus, en fait. Ils sont juste là pour jouer. Alors que toi, t'es au début de ta carrière et t'essaies de comprendre un peu comment ils font. Et voilà, donc... On se rend, je pense, mieux compte, ou en tout cas, je pense qu'on se rend un petit peu moins bien compte quand on est dans le présent, mais quand on regarde les images, par exemple, dans le passé. Par exemple, Yaya Touré. Tu parles de Yaya Touré. À titre personnel, je trouve que c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire de la Première Ligue. J'ai du mal à dire du monde parce qu'il y a différentes perceptions du football qui font que c'est vraiment très subjectif. Mais il n'a jamais reçu les lauriers qu'il méritait au regard du talent qui était le sien, quoi. Yaya Touré, c'est extraordinaire. Et beaucoup le disent, mais maintenant la différence aussi, c'est il y a l'année incroyable qu'il fait, je sais plus si c'était 2013, c'est 2013, je pense. Où il est à 29 passes ou décisives et 29 goals sur une saison, etc. Maintenant, le problème, c'est que, la chose qu'on voit surtout aujourd'hui, selon les positions, c'est la consistance. Donc, on dit la consistance, du coup. Il le fait une fois durant cette année. Maintenant, il est très décisif, bien évidemment, pour le noyau pendant des années. Mais cette année, référence qu'il a eue, il l'a fait qu'une seule fois avec eux. Maintenant, honnêtement, moi, je te rejoins, un milieu plus complet que lui, surtout par rapport au goal qu'il a marqué, tu sais, parce que généralement les gens vont mettre Lampard dans le sujet de la conversation, mais Lampard a marqué beaucoup de penalty aussi, par exemple. Après, faut pas lui enlever, parce que moi j'ai joué avec Lampard aussi, et faut pas lui enlever son mérite. City, c'est vrai. Oui, parce qu'il faut pas lui enlever son mérite, parce qu'honnêtement, sur ce que je vois à sa fin de carrière,
mais je suis choqué, en fait. Donc, du coup, Yaya, tu peux pas, je suis d'accord avec toi, je pense que honnêtement, il aurait pu avoir un ballon d'or. mais honnêtement, bien sûr que oui. Ah. Voilà, si tu le donnes aujourd'hui à Rodri, tu vois. Ah là, merci. Oui. De nouveau, Mais c'est à ça que je voulais venir, merci. Et c'est la période Messi-Ronaldo. Ouais, c'est ça, donc c'est une tu peux question de pas- génération. À ce moment-là, avec Ronaldo Messi, aujourd'hui, tu peux il n'y a pas plus ça. Donc, tu peux leur plus enlever, facilement le donner à parce que quelqu'un de d'autre. nouveau, ce que lui il fait durant cette année-là, Messi-Ronaldo, ce qu'ils font, c'est des extraterrestres de Mais l'autre oui. côté. Donc, Ouais. Quentin, t'avais quelques questions dont on a parlé tout à l'heure en coulisses. Ouais, c'est vrai. Si, par exemple, tu devais revivre un seul match de toute ta carrière, lequel ça wow, serait? quelle question. C'est sûr, c'est un match de Coupe du Monde. Putain. Ouais. Non, honnêtement, non. Parce que la Coupe du Monde, comme je dis, ça m'a rapporté cette joie et tout, et c'était top, et ça s'est très bien passé. Même pour l'équipe même, on finit 3e, voilà. Mais honnêtement, un match que je rejouerais, non, il y en a 2 d'ailleurs. Ah. Le premier, ce serait donc ma première titularisation avec City, je joue le derby contre United. Non, pardon. Ma première titularisation à la maison, je joue la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre United. Et donc, c'est la première fois que je joue à l'Etihad. Et c'est face à Rooney, c'est face à Tevez, du coup. Ah, mais d'ailleurs, j'ai joué contre Tevez. Ouais, bah ouais. Et on gagne le match 2-1. Donc là, c'est la révélation. J'avais déjà joué auparavant, c'était un match de FA Cup, c'était ma première titularisation avec l'équipe, et ça s'était bien passé, et du coup, j'ai enchaîné, j'ai été titularisé pour ce match-là à la maison. Mais maintenant, entre-temps, on joue encore, donc j'ai enchaîné, je crois, 3 ou 4 matchs d'affilée parce que Kolo Touré était blessé, et à l'époque, je pense qu'il y avait encore Nedé Monora qui était blessé, et Maïka joue arrière droit, et entre-temps, je joue encore des matchs de coupe, donc je m'installe en fait dans l'équipe, mais en attendant que les autres reviennent, bien évidemment, pardon. Mais on joue le match retour à Old Trafford. Et là, on perd 3-1, je pense. Et du coup, on n'accède pas à la finale. Et du coup, tu vois, ça, c'est le truc qui, pour moi, par exemple, ça aurait été... Ça m'aurait propulsé encore d'une meilleure manière. T'as envie de le pense. refaire, quoi. Et j'aurais voulu le refaire et surtout gagner ce match. Parce que du coup, qui sait, enfin, je veux dire, par là, tu te retrouves en finale. Et le deuxième match, je dirais, c'est... il y a toute une période où j'étais lancé avec Mancini. Roberto Mancini. Avec Roberto Mancini, oui. Et lui a me donné cette confiance-là, donc il m'a aussi fait jouer. Et d'ailleurs, j'ai joué beaucoup de matchs arrière droit avec lui. Et ensuite, je joue. Donc il y a Jérôme Boateng qui est dans l'équipe aussi, qui est propulsé sur le banc en fait, parce que lui on le met arrière droit et Mancini ne veut plus le faire jouer arrière droit, donc il le met sur le banc, il met Richards à droite et il me met moi avec Vincent Compagnie et on joue contre Arsenal à la maison. Et donc comme je disais, les matchs auparavant j'avais joué certains matchs qui étaient bons et en fait ce match-là je suis expulsé après 5 minutes. Et ça m'a tué complètement parce que du coup c'était un peu l'excuse du jeune joueur pour qu'on le fait jouer dans ce genre de match, etc. Et ça, c'est quelque chose que je changerais bien. Mais tu parles aussi de matchs tournants. C'est peut-être des regrets aussi que toi, tu dis, si ces matchs-là avaient tourné dans ma vie, dans mon histoire différemment, je serais peut-être encore un autre calibre. Oui, c'est vrai. Mais en fait, parce que ce qui a suivi, c'est que j'ai reçu beaucoup moins de minutes que j'aurais pu l'avoir, en fait, surtout sur la première lancée que j'avais eu avec Roberto. Oui, parce qu'au départ, moi je me rappelle des discours, notamment des entraîneurs, de tes entraîneurs à Manchester City, on te fait confiance, on a envie de croire en toi. On sentait qu'il y avait vraiment une volonté de te voir continuer à progresser, surtout que tu étais là depuis quand, 2007 ? 2007, oui. Mais tout a été très très vite en fait. Et donc du coup, c'est ce que je disais là quand on a eu une conversation, c'est que la chose la plus fabuleuse dans tout ça, c'est de se dire que quand tu arrives dans le noyau, tu arrives en tant que jeune joueur, tu découvres le noyau, tu découvres une éthique de travail avec des super grands joueurs qui ont joué dans des super clubs, qui sont à un niveau international au-dessus du lot, je dirais. Et ton but à toi, c'est d'essayer de t'imposer. Non, ton but est d'abord de recevoir les meilleurs conseils possibles. Et pour cela, j'étais entouré par les meilleures personnes possibles. J'avais donc Vincent, j'avais Julian Lescott, j'avais Gaël Clichy, comme je l'ai déjà nommé, j'avais Michael Richards, toutes ces personnes-là étaient des personnes que je voyais comme mentors, qui prenaient le temps de pouvoir me donner les meilleurs conseils possibles et qui n'hésitaient pas à me retourner quand il fallait aussi. D'ailleurs, Vincent était la première personne à le faire aussi. Mais du coup,
au fur et à mesure de le faire, tu gagnes un grand respect, en fait. Tu gagnes un certain respect pour pouvoir jouer avec eux. Et ensuite, quand tu gagnes ce respect, ces personnes-là deviennent tes amis, en fait. Et du coup, tu penses à ces étapes par lesquelles t'es passé et tu te dis, ouais, vraiment, c'était quelque chose, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais t'as continué à progresser. Et puis, il y a eu un moment aussi important, je pense, peut-être dans ta carrière, c'est le moment où tu deviens mature, c'est-à-dire au moment où tu apprends à te connaître. Tu connais tes limites, etc. Est-ce que ça aussi, c'est pas peut-être la plus grande qualité chez un joueur, savoir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable, pour à un moment donné aussi pouvoir repousser ses limites. Et là, derrière, c'est le mental qui doit travailler. Bien sûr, mais après tout ça, ça vient avec l'âge. Donc, je pense pas que c'est clairement pas à City que j'ai atteint cela. Parce que, à ce moment-là, j'étais encore jeune. Donc, c'est pour ça, justement, qu'il faut que je parte pour pouvoir jouer beaucoup plus de matchs. Donc, j'ai fait deux prêts entre temps. Et je me retrouve au Celtic. Et c'est vrai que cette maturité-là, je la prends plus au Celtic qu'à City. Parce que, de nouveau aussi, on parlait du football. Le football a beaucoup changé. Quand j'arrive en jeune en Angleterre, le défenseur se focalise que sur défendre. Donc, physiquement, le défenseur, tu as le profil. T'es grand, tu es fort au duel, on te demande pas de jouer au ballon, on te demande juste de la donner à ton arrière gauche, ton arrière droit qui va jouer, comme ils aiment bien dire, down the channel. T'as l'attaquant qui va courir et c'est tout. Entre-temps, le football a beaucoup changé et même moi, pour te dire, j'ai un match référence, bon, pas référence, mais par rapport à ce que je vais dire, c'est que j'ai eu comme coach Mark Hughes, j'ai eu comme coach Mancini juste après, j'ai eu Pellegrini après. Donc tu as l'anglais, tu as l'italien qui est fort sur la tactique défensive, et ensuite tu as Pellegrini qui était beaucoup plus sur l'offense. J'allais dire l'italien catenaccio, mais c'est vrai, c'est ça. Et du coup, avec Mancini, avec Mark Hughes, c'était beaucoup sur les duels, etc. Mais honnêtement, je peux pas te dire ce que j'ai appris avec lui. Ça, c'est la vérité. Ouais. Ensuite, tu as Mancini qui arrive, et lui, c'était du 11 contre 0. Le 11 contre 0, tactiquement, c'est vous vous positionnez sur le terrain, et il va vous dire plus ou moins dans quelle position vous devez vous positionner lorsque le ballon se trouve à un certain endroit. Si tu es juste à 2 cm de là où il voudrait être, il va venir, il va te prendre, il va te redéplacer. Et donc, on faisait ça tous les jours, 45 minutes, tout le temps, constamment. Et ça, c'est pour que toute l'équipe puisse pouvoir se déplacer ensemble, etc. Donc, c'est une pratique qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, mais nous, on le faisait tout le temps. Ensuite, j'arrive avec Pellegrini qui, lui, c'était offensif. Il avait, parce comme attaquant, on oublie de citer, il y avait Negredo aussi. Il avait Negredo, il avait Agüero, il avait Dzeko aussi, Dzeko, justement, à l'époque, c'était, on donnait, quand Dzeko jouait, on lui donnait 55 minutes. S'il marquait pas, allez hop, on balançait Agüero ou Negredo, par exemple. Donc, tous ces joueurs étaient là et on marquait beaucoup de goals, mais on encaissait beaucoup de goals aussi. Et ensuite, je vais au Celtic. Et au Celtic, je rencontre, j'ai d'abord Ronny Deila, que j'ai eu ici à Bruges aussi. Et donc, finalement, à la fin, j'ai rencontré tout le monde. Bah ouais, c'est très bizarre, ouais. Et après, j'ai Brendan Rodgers qui débarque. Ouais. Et quand Brendan Rodgers débarque, au début, ça se passe pas bien avec lui parce qu'il me dit, j'ai vu ta première saison, je trouve que... donc, j'ai fini la saison avec Ronny Deila, on était blessé, et Brendan Rodgers arrive, et je suis blessé. Et donc, du coup, il me dit, pendant ta récupération, quand tu reviens, je veux que tu travailles sur le nombre de balles que tu perds à l'entraînement. Je veux que tu travailles sur les premières passes de sortie après une récupération de balle, parce que tu gardes trop la balle, par exemple, sur ton intensité, etc. Donc, il trouvait toujours certains points. Et en fait, moi, tout ça, ça a duré 3-4 mois. Je me disais, mais le mec, il a un problème avec moi, en fait, parce que chaque fois, il me fait pas jouer et tout ça. Et finalement, ça, c'est des choses qui m'ont permis de pouvoir analyser mon match d'une différente manière et de comprendre un peu quels étaient mes défauts, parce que je pensais pas à ça. Comme je dis, j'arrive au Celtic, je pensais pas à ça. Mais la vérité, c'est que lorsque j'arrive là-bas, Rodgers, il me dit, il me parle de certains points sur mon football. Okay. Qui faisait référence à ce que j'allais dire par rapport à quand j'étais à City. Il y a un match, je joue contre Birmingham et je joue avec Demichelis. Vous vous rappelez Demichelis? Oui, évidemment, l'international argentin. C'est une légende là-bas. Tu vois. Il y a un jour où je joue contre Birmingham à la maison et je reçois la balle. Et j'ai personne devant moi et je fais la passe au latéral. Parce que j'ai l'habitude de faire ça avec Mancini. Je fais la passe au latéral, c'est lui qui fait le jeu. Et puis il rentre à la mi-temps et il me dit, mais pourquoi quand tu reçois la balle, tu fais la passe? Avance, il me dit, avance avec la balle. Attends que l'attaquant il sorte sur toi, ça va créer un oblique derrière. Tu trouves le triangle et puis on repart. Je regarde comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Honnêtement, et je joue déjà avec City. Je me dis, de quoi il parle, le gars? Je sais pas de quoi il parle. Et donc, on termine le match, on gagne le match, et tout, etc. D'ailleurs, c'est le match où Mancini s'était embrouillé avec Balotelli. Oui!
Ils s'embrouillaient souvent. Oui, tout le temps. Et ça me reste en tête. Et que par après, bien sûr, le football améliore. Tout le monde commence à parler du football de Guardiola et tout ça. Et quand j'arrive à Celtic, Brendan Rodgers me reprend sur ce genre de choses. Et c'est là que je commence à comprendre. Et je me dis, en fait, c'est ce que le gars, il me disait il y a 2 ans, tu vois. Ouais. Mais qu'entre temps, on le faisait pas forcément, tu vois. Donc, je pense à la maturité, je l'ai eu beaucoup plus après. Vraiment, quand tu deviens même titulaire même d'une équipe et que c'est toi qui as en main, entre guillemets, la défense, c'est là la maturité. Mais t'as dit un truc hyper intéressant dans ton analyse. Le football a énormément évolué. La défense, la manière de défendre aussi. Toi, entre ta période où tu commences en 2010, 2011, 2012 et jusqu'à la fin avec le club de Bruges, comment tu l'aperçois cette évolution dans la manière de défendre? Qu'est-ce qui a changé chez le défenseur moderne en 2025 par rapport à toi qui as senti tout le mouvement? Je pense que avant il y avait moins cette envie de vouloir presser haut. Toutes ces équipes-là. En fait, je pense qu'il y a eu cet engouement avec Pep Guardiola quand il joue avec le Barça et que il arrive à suffoquer les équipes adverses à chaque fois qu'il perdait la balle. Tu sais, la reconversion défensive et essayer de récupérer la balle en 3 passes. Tu vois, ça a été une phrase qui a été beaucoup utilisée dans le football aujourd'hui, les récupérations en 5 passes, en 4 passes, allez-y. Guardiola le faisait souvent avec son équipe. Donc du coup, c'est une manière de suffoquer les équipes, l'équipe adverse dans leur camp. Ouais. C'est aujourd'hui dans le foot moderne, ça a été quelque chose qui a été beaucoup utilisé. Donc les équipes veulent vraiment presser haut et n'ont pas peur de laisser les défenseurs en 1 contre 1 derrière, par exemple. Mais cette méthode-là demande aussi à ce que les défenseurs soient physiquement plus forts, plus rapides, plus costauds. Il faut être un certain calibre. Il faut pouvoir être complet. Et je trouve que lorsque moi je commence, on t'initie plus sur l'art de défendre que sur l'art de, par exemple, vouloir jouer avec le ballon. Aujourd'hui, les possessions de balles, les phases de jeu sont très importantes aussi. Le défenseur, on lui demande de faire beaucoup de choses. On lui demande d'aller créer le surnombre. On lui demande de trouver la passe entre les lignes, ce qui est tout à fait normal, logiquement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on le fait beaucoup plus. Je pense qu'il y a une grosse évolution aussi qui est en rapport avec le football aujourd'hui. Pour jouer au foot aujourd'hui, tu dois être un athlète, je trouve. Dans le sens où tu es déjà un athlète, mais je pense que tu dois réellement te consacrer dans le game. Mais quand même, je t'interromps 2 secondes. Je trouve que le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, tu as de moins en moins de défenseurs qui aiment défendre. Et c'est ça le problème. Et je pense que la première position que tu verrais en premier, c'est les arrières latéraux, tu sais. Arrière latéral, pardon. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus focalisé sur les phases de jeu, la conservation de la balle et de récupérer la balle le plus rapidement et essayer de compenser avec d'autres défenseurs qui arrivent à couvrir en fait ces petites lacunes que tu aurais, par exemple sur le côté. Tu vois une équipe comme celle de Vincent aujourd'hui, Bayern, tu as Upamecano, tu as Ndiaye aussi, qui sont 2 monstres, mais qui n'hésitent pas à rester en 1 contre 1 constamment et qui sont beaucoup critiqués parce que justement, ils encaissent quand même beaucoup de goals. Mais de l'autre côté, tu arrives à compenser, tu arrives à récupérer le ballon haut, tu arrives à avoir plus de possession de balle et peut-être gagner le match. Au lieu de gagner avant, tu le gagnais 3-0, 4-0, tu vas gagner 5-2, 5-3, tu vois. Ouais, c'est beaucoup les stats aussi. C'est beaucoup les Par exemple, un Doug Kuiper, on va retenir quoi? On va retenir qu'il fait beaucoup de passes décisives parce qu'il a un rôle beaucoup plus offensif et parce qu'on demande justement à un défenseur maintenant d'avoir plus de stats. Un Smets, on va demander aussi qu'il ait des balles dans le dernier tiers et tout, alors que c'est des choses aussi sur lesquelles il se base beaucoup plus là-dessus qu'avant. Avant, je me rappelle avec Wilmot, on avait l'interdiction de rester en 1 contre 1 derrière, par exemple. Il fallait toujours qu'il y ait cette couverture. Aujourd'hui, tu veux vraiment aller presser le plus haut possible et je pense qu'il y a eu un grand changement par rapport à ça, c'est que maintenant les équipes veulent aller presser plus haut, elles ont plus peur de réellement laisser leurs défenseurs en 1 contre 1 avec un attaquant parce que justement les joueurs qu'on prend aujourd'hui sont des joueurs qui doivent pouvoir couper avec les différents types d'attaquants que tu auras en face de toi. Donc à ce moment-là, oui, ça demande beaucoup plus de demandes, ça demande une qualité physique et qui doit être au-dessus de la norme entre guillemets, je dirais. Comparé à ce que tu pourrais retrouver avant où le défenseur c'était juste tu vas sur ton duel, tu récupères la balle, tu la donnes aux joueurs qui vont faire le jeu. Et puis voilà, tu restes focalisé sur la défense. Tu parlais de Vincent Kompany. Est-ce que tu vois
dans la tactique de l'entraîneur ton ancien coéquipier? Est-ce que tu ressens des choses où tu dis ah ben ça c'est vraiment Vincent dans son approche du jeu en tant que défenseur, il l'a appliqué maintenant qu'il est entraîneur? Honnêtement, je pourrais pas dire ça, mais une chose que je vais te dire, c'est que moi personnellement, je connais donc 4 joueurs personnellement qui sont passés dans le noyau de Pep Guardiola, et en fait ces personnes-là je trouve, ont une manière de voir le foot différemment. Je pense que ce passage qu'ils ont eu avec Guardiola a éveillé quelque chose en eux, et ils voient le foot quand même assez différemment. Donc, par exemple, moi, Vincent, aujourd'hui, par rapport à la manière dont il joue, bah, clairement, je vais retrouver un peu ce que lui vivait avec Guardiola, par exemple. Maintenant, quand je regarde... exemple, on joue le match de Coupe du Monde, Vincent est blessé, on joue contre Panama le premier match. Ouais. Deuxième match, c'est la Tunisie, et le troisième, c'est Angleterre. Ouais. Exact. Après le Panama, je me retrouve dans l'avion avec lui, et donc avec tout le monde, bien sûr, et il m'appelle, il sort son ordinateur, et je me dis, on est dans l'avion, hein, et je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il me dit, écoute, rien, on va regarder un peu quelque chose, parce que j'ai quelque chose à te montrer. Et ça revient à la conversation que j'ai eue avec Demi Kilis et Brendan Rodgers, etc. Il sort son ordinateur, et on parle d'un match de Coupe du Monde, de nouveau, pour vous dire à quel point c'est... Il sort son ordinateur et je pense qu'il me montre le match contre la Tunisie, pas le Panama, contre la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 situations, je pense, où je reçois la balle de Thibaut, je suis seul. Et moi, dans ces situations-là, vu que je n'ai pas l'habitude de forcément le faire en club, parce qu'on joue d'une différente manière, en club on joue en 4-3-3, et quand clairement avec la Belgique c'était 3-4-3 ou 3-5-2 par exemple, il prend ces séquences et il me montre ce qu'il voudrait que je fasse différemment. Donc il me dit, si tu prends la balle là, avance, garde-la, attends que l'attaquant vienne, décale, trouve le triangle, ça va créer le surnom au milieu, etc., etc. Donc de là, de nouveau, il me montre quelque chose, et je regarde l'écran, et je me dis, mais tout ce qu'il dit, ça a du sens maintenant, en fait, ça a du sens. Mais honnêtement, comment je voyais pas ça avant? Ouais. Et c'est tout des... T'as ouvert les yeux un peu. Il m'a ouvert les yeux, et c'est des personnes, je trouve, qui ont vu le foot différemment. Autour de moi, j'ai Eliakim Mangala, et j'ai Gaël Clichy aussi. Et pareil, sur tous différents types de sujets de football qu'on pourrait avoir, ils vont te parler d'une certaine touche que toi, forcément, tu n'as pas forcément vu, tu vois. Et donc, je pense que Vincent, aujourd'hui, ce qu'il fait avec son équipe, c'est clairement la touche qu'il aurait eu avec Guardiola, parce qu'il ne jouait pas comme ça au départ quand il était avec City. Pour lui qui joue en 6, c'était un mec qui ramassait tout au milieu, tu vois. Un Nigel de Jong. Exactement. Et ensuite, bien sûr, tu prends le bon dans tout et tu le fais un peu à ta sauce, tu vois. Donc, je pense que c'est réellement ça qui arrive avec lui. Est-ce que c'est Vincent Kompany, le meilleur défenseur central de l'histoire du football belge? Ce serait qui d'autre? Je sais pas, je pose la question. Hein. C'est à toi de me dire, Dédric. Ça semble logique. Ça semble logique. Je pense pas qu'il y ait une autre personne que tu puisses mettre là. Par contre, à son époque, à toi, on a quand même vécu avec des défenseurs de classe mondiale. On peut quand même parler de Van Buiten aussi, de Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen. Et à chaque fois, je pense qu'on s'en rend pas compte de l'impact qu'il a eu en sélection nationale, parce que en Coupe du Monde 2018, il a fait les matchs de groupe. Il a dû remplacer Kompany, comme il le disait. Ah, tu parles de moi? Oui, je parle de toi. Je parle de toi parce qu'en fait, on a toujours parlé de ces défenseurs que je viens de citer là, mais il était là aussi parce qu'il a joué les 3 matchs de groupe en 2018. Donc il a vraiment eu un impact important lors de la phase de groupe. Et la même chose en Euro, il a aussi dû remplacer Vermaelen qui était blessé. Donc à chaque fois, il était présent, il a répondu présent. Et je trouve que ça doit être mentionné parce qu'on parle toujours de tous ces défenseurs-là, mais qu'on le met pas assez en lumière par rapport à ce qu'il a fait en équipe nationale. Merci. Mais je voulais y venir parce qu'effectivement, on est dans l'actu avec Jan Vertonghen qui a annoncé qu'il prenait sa retraite. Tu les as quasiment tous cités. Ouais. Est-ce que c'est les joueurs que tu viens de citer précédemment, donc Vertonghen, Alderweireld, Van Buiten, Vincent Kompany et Vermaelen, qui font partie des 5 meilleurs défenseurs centraux de l'histoire? Mais c'est ça que je veux vraiment mettre en lumière, c'est qu'on parle vraiment de ces 5-là. Est-ce qu'on peut parler de Dédric dans le top 5? Mais il était là aussi, parce que c'est des joueurs de classe mondiale, mais il était là, présent aussi, il a toujours répondu présent. Et c'est ça qui est fou, parce qu'aujourd'hui, on galère tellement à avoir des défenseurs centraux, alors qu'on en avait plein. Parce qu'à ce jour, si on prend le niveau de Dédric Boyata, il serait titulaire indiscutable en équipe nationale, alors que avant il était absolument pas, parce qu'il y avait tellement de bons joueurs, de défenseurs centraux à notre époque. C'est ça qui est fou. Mais c'est vrai que t'as toujours été, je vais pas dire le pompier de service, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait besoin de toi, t'étais là, tu répondais présent, mais t'étais jamais une option A, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, Mais c'est la difficulté que j'ai eue en sélection. Honnêtement, la sélection, je l'ai découvert en 2010, et puis j'ai eu, ou 2011, je sais plus, et puis j'ai eu 6 ans où c'était compliqué. Je suis revenu quand Martinez était là.
Et je pense que il y a aussi d'autres choses qui sont qu'il faut prendre en compte, c'est que, par exemple, mes premières sélections, je suis sélectionné, mais je suis même pas sur le banc, je suis en tribune, en fait. Donc, t'es là, mais t'es pas là, tu vois. Et puis, comme on les a cités, il y a des personnes qui sont en face de toi pour jouer. La période avant Covid, t'avais que 3 changements. Aujourd'hui, t'en as 5, tu vois. Il y avait un certain nombre de joueurs sur le banc. Maintenant, t'en as beaucoup plus. Donc, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais de l'autre côté, j'avais des personnes en face de moi qui c'était difficile de prendre leur place d'une certaine manière. Donc, on a cité Toby, Vertonghen, Van Buiten, même Laurent Simon jouait à ce moment-là, Vermaelen. C'est tous des mecs qui à ce moment-là, jouaient quand même à du haut niveau, que ce soit Arsenal, Barcelone, etc. Ouais, donc voilà, maintenant, la chance que j'ai eue, c'est réellement le fait d'avoir eu un Martinez qui a eu confiance en moi, mais aussi de l'autre côté, c'est les côtés un peu malheureux pour les autres étaient un peu le bonheur pour moi aussi. Donc du coup, les blessures, que ça soit de Vermaelen, de Vincent, etc., qui avaient beaucoup de soucis aussi, m'ont permis de pouvoir être là. Maintenant, la difficulté, honnêtement, c'est que vous savez, l'équipe nationale, moi j'ai mis l'équipe nationale vraiment en premier sur ma liste. C'était le but numéro 1 en fait, parce que c'était ma plus grosse vitrine en fait. Faut se dire la vérité. Regardez avec qui je jouais. Donc, et c'est ça que je dis, c'est que quand tu regardes l'équipe qu'on avait tous ensemble, on se connaissait depuis longtemps, mais en même temps, tout le monde a évolué de son côté, de chacun de son côté. Et tu te retrouvais avec des équipes qui jouaient à un très très haut niveau, donc ça ne pouvait que positif de se retrouver là. Maintenant, c'est vrai que de l'autre côté, mon sentiment personnel, c'est que je mettais l'équipe nationale au-dessus de tout, quitte à partir, même si j'étais blessé, et quand même être avec l'équipe nationale et rester là. Mais de l'autre côté, ce que je voulais faire, c'était de pouvoir performer au maximum pour essayer de rester là. Mais j'avais le sentiment que peu importe ce que je faisais, mais du coup, j'allais jamais pouvoir rester là si les autres étaient là. Ouais. Et c'était comme ça, c'était réel. Maintenant, il y avait pas vraiment de méritocratie sous Roberto Martinez. C'était beaucoup du statut aussi, hein. Non, attention, faut pas dire ça, parce que les autres méritaient aussi. Oui, voilà, quand ils sont là à 100%, ils sont réellement, enfin, je veux dire par là. Face au Japon, il avait l'occasion de te mettre titulaire. Il l'a pas fait. Il a fait revenir Vincent, qui revenait de blessure. Oui, mais ça, c'est des situations, honnêtement, c'est des situations très compliquées. Mais on est d'accord qu'il l'a fait. Oui, il l'a fait, voilà. C'est vrai. C'est tout ce que je veux dire. C'est vrai. Mais de l'autre côté, voilà, c'est des situations que tu dois accepter aussi. Vince de Prince, c'est Vince de Prince. Tu vois ce que je veux dire. Donc le statut. Donc on est d'accord. Ce match-là, tu le perds. Celui qui va se ramasser, c'est sûrement les mecs en défense. Et puis on va te dire, mais pourquoi on n'a pas mis, tu vois. Ouais, donc il y a des décisions qu'il faut comprendre dans le foot aujourd'hui. Et je pense que moi, en fait, dans la situation même de la Coupe du Monde, c'est vrai que déjà de base, j'étais pas les gens pensaient même pas que j'allais y aller. Puis t'as la blessure de Vincent. Puis t'as le problème au pied de Vermaelen. Moi qui joue les matchs amicaux. Et ensuite, qui suis titulaire au match de Coupe du Monde. Personne s'y attendait. Mais ensuite de ça, c'est pas juste le fait d'être titulaire, tu dois pouvoir jouer et performer. Et tout se passe très bien, que ce soit le premier match de Danemark et le dernier match contre l'Angleterre aussi. Donc tout se passe bien. Donc moi, en fait, je suis très content, là. Tu vois, tu peux me sortir, y a pas de problème. Non, mais au final, t'as joué quand même pas mal de matchs dans les moments les plus importants de notre sélection nationale. On est d'accord sur ça? Oui, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, cette confiance puisse se continuer d'une certaine manière, parce que après tu parles de l'Euro, le premier match je suis titulaire de nouveau, et là il y a pas de blessure, c'est moi qui suis titulaire. Mais du coup après, de nouveau, il y avait ce truc avec Denayer aussi, c'était Dédric jouait contre les gros profils, Denayer jouait contre les petits profils, tu vois, on se connaissait, tu vois, on savait entre nous, on parlait beaucoup, c'était demain c'est toi qui vas jouer, non c'est toi qui vas jouer, tu vois. Donc on rigolait beaucoup de ça. Mais c'est vrai que j'ai participé à beaucoup de trucs, mais beaucoup de matchs et beaucoup de choses par rapport à cette génération, et surtout les bons moments, on va dire. Mais de nouveau, tu vois, par rapport à ces personnes-là, on compare souvent leur carrière en club et en sélection, tu vois. Donc, par exemple, quand on parle du meilleur joueur de la sélection, est-ce que tu parles de celui qui a le plus performé en sélection, ou tu parles du nom et du profil même de la personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Donc, c'est souvent un peu dépendant des opinions. Oui, mais c'est intéressant. Je voulais aller effectivement dans le prolongement de ce que tu dis. Qu'est-ce qui vous rendait si fort? Tu parles des automatismes, tu parles de la complicité avec Jason Denayer. Qu'est-ce qui a créé cette magie génération 2018 qui quelque part, bon, certains l'appelaient génération dorée, d'autres génération de bonheur, d'autres génération bronzée, on l'appelait comme vous voulez, mais c'était exceptionnel parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est pour moi de l'ordre de l'énergie, de la magie. Est-ce que c'est vraiment le match contre le Japon qui a tout débloqué, ou vous sentiez que vous étiez capable d'aller jusque-là? Non, ça n'a rien à voir avec le match du Japon. Je pense que, déjà, je pense qu'en premier lieu, faudrait mettre le travail que Martinez, il a fait pour l'équipe.
Parce que le gars est arrivé et il vient de Wigan et enfin il était sans club, il était je pense son dernier club c'était Everton je pense et c'est une deuxième chance pour lui quand il arrive ici, tout le monde est un peu comme maintenant avec Un peu sceptique, ouais. Avec Rudy Garcia. Rudy Garcia, oui. Tout le monde était un peu sceptique. D'ailleurs le premier match je crois on joue, on perd mais c'est contre l'Espagne, mais on perd je pense un bon score. Le mec en fait il a toujours gardé une certaine ligne de conduite où il ne donnait pas trop aux gens de l'extérieur, mais on travaillait beaucoup à l'intérieur. Il avait une ADN qu'il a instauré dans l'équipe, une manière de jouer qui nous a clairement, on va dire, appris tous les jours, surtout sur le peu de temps qu'on avait à chaque fois en sélection. Mais il ne lâchait absolument rien du tout et ne voulait pas changer. De l'autre côté, le plus facile quand tu as une certaine méthodologie avec laquelle tu veux jouer, c'est bien sûr les joueurs qui vont la mettre en valeur. Donc, clairement, ce qui était très avantageux pour lui, c'était de se retrouver avec des joueurs qui avaient cette intelligence de pouvoir reconnaître la manière dont ils voulaient qu'on joue et quelles étaient les difficultés des difficultés qu'on aurait pu avoir dans certains matchs. Parce qu'on en a eu, clairement. Beaucoup de gens critiquaient aussi la manière des fois un peu ennuyante de jouer et le fait de ne pas vouloir s'adapter, de toujours jouer de la même manière. Mais finalement, c'est ce qui a ramené cette constance dans l'équipe et surtout cette compréhension de cette formation, parce que je pense que honnêtement, avec cette formation, c'est un master de cette formation du 3-4-3. Okay. Honnêtement, parce que de tous les clubs par après dans lesquels on est passé, je peux vous garantir que chaque joueur qui joue en 3-4-3 ou 3-5-2 reprenait les méthodes qu'on avait avec la sélection pour la ramener en club en fait. Moi, j'ai ramené des vidéos de ce qu'on faisait pour essayer de faire comprendre à tes entraîneurs. Je veux pas citer les noms. Incroyable, certaines personnes comment on faisait. Donc t'allais les trouver en disant regardez c'est top ce qui se fait avec Martinez, regardez. Je m'arrête là, je dis rien d'autre. mais c'est pour dire du coup il a créé cet ADN. Maintenant, tu rajoutes le fait que les joueurs se connaissent depuis très longtemps, qu'il y a une très très bonne ambiance, qui a une super bonne que chaque joueur a une certaine ampleur dans son club aussi. Ouais, tout le monde était au pic, hein. Tout le monde était au pic à ce moment-là. Donc du coup, ça facilite le tout. Et voilà, je pense que quand tu vois que ça fonctionne comme ça, et que les résultats suivent et que du coup, on parle, oui, clairement, on n'est jamais revenu sans réel trophée, mais de nouveau, tu as toute cette invisibilité qui était là depuis très très longtemps, mais ça ramène de la confiance. La confiance du gagnant, elle est réelle, hein. Tu sais que tu vas pas forcément perdre le match, tu vois, tu peux surmonter certaines difficultés. Et parce que tu as confiance en toi, tu as confiance à ce qui est en face de toi. Et il a réussi à utiliser les joueurs de la meilleure des manières. Un mec comme Kevin, honnêtement, sur papier, c'était 3-4-3. On jouait avec Romeu qui était devant et avec 2-10, c'était Eden et Kevin. Avant de parler de Kevin, il faut parler d'Eden. Eden... un monstre. Le Eden, le Brésil. C'est vrai que la Coupe du Monde 2018, je pense qu'on n'a jamais vu Eden Hazard aussi fort qu'à ce moment-là. Ouais, vous étiez là, vous étiez spectateur en fait. Vous regardez, vous dites c'est quoi cette œuvre d'art? Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, mais quelle meilleure autre vitrine je pourrais avoir pour me retrouver, enfin, de me retrouver avec ces mecs-là. Est-ce que c'est ça qui manque au Diable Rouge? Est-ce que c'est pas ça qui justement fait en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, on a encore un déficit d'union, hein? Tu sais, on va dire que la fameuse phrase de la Belgique, c'est l'union fait la force. Donc c'est important de la retrouver. Est-ce que c'est ces joueurs qui considèrent la Belgique comme une vitrine numéro 1 qu'il faut avoir dans l'équipe? Non. Pour vraiment redevenir cette équipe-là dont tu parles. Non. Cette génération 2018. Je pense pas, parce que ça, c'était mon opinion personnelle, parce que je savais que et justement, c'est ce qui est arrivé, c'est en jouant ces matchs-là, même ici, en revenant en Belgique, c'était magnifique. Partout où j'allais, on m'accueillait de la meilleure des manières, tu vois. Alors que quand j'étais à l'étranger, c'était différent. Ok, tu joues là-bas, mais tu vois, je pense pas que ça a un rapport avec ça. C'est clairement que, je pense que la barre a été mise très très haute. Ah oui, faut arrêter de comparer. Et le problème, c'est que les gens continuent à comparer, mais il n'y a pas à comparer. Non, parce que la barre a été mise très très haute. Et de nouveau, faut pas oublier que les personnes qui ont joué à ce moment-là sont aussi passées par, leur propre parcours. Avant d'être à City, ils étaient à Hambourg. Avant d'être à Tottenham, ils étaient à Ajax. Avant d'être à Atlético Madrid, ils étaient à Monaco. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc... Ouais, mais tu sais, le football, c'est comme une drogue. Quand tu as atteint un certain niveau d'adrénaline, tu veux le retrouver. Bien sûr. Et c'est pareil pour les supporters avec cette génération qui les a fait rêver. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut comprendre que généralement, les transitions qui se font petit à petit. Il y a une personne qui peut te donner la torche. Mais là, regarde par exemple le match contre l'Ukraine.
T'étais là, t'étais au stade, hein, t'étais à Genk. À Genk, oui. Mais je parle du premier match. Ouais. T'avais Thomas qui était entre guillemets pilier, mais il se retrouve à droite. Tu as Mekele, De Winter et De Kuyper. L'expérience là-dessus, il y a pas réellement. Généralement, tu as cette torche qui est donnée à quelqu'un. Tu sais, regarde comment ça fonctionne. Toi, tu vas prendre comme Tielemans. Tielemans, c'était comme ça. Il a débarqué, c'était un des plus jeunes. Aujourd'hui, c'est un des plus expérimentés de l'équipe, tu vois, d'une certaine manière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la barre a été mise très très haute et les gens s'attendent à ce que la transition se fasse comme ça. Ça va jamais arriver. Il faut juste accepter là où ils en sont là maintenant et essayer de les soutenir d'une certaine manière pour que eux puissent prendre confiance. Et aussi, la différence, c'est que, tu vois, par exemple, au jour d'aujourd'hui, le dernier match, c'était Woodhouse et De Bast. Ouais. Le match d'avant, c'était Mekele et De Winter. Donc, il y a un moment où il y a une stabilité qui va être trouvée par le coach. Et cette stabilité-là, mais bien sûr que, quand je te parle de la stabilité de la charnière derrière, tu vois. Bien sûr. Mais, à force de jouer ensemble, tu sais que finalement, à force de faire des erreurs, et à un moment ou l'autre, vous allez pouvoir vous comprendre, vous allez pouvoir créer cette relation qui va pouvoir vous permettre de devenir plus fort, tu vois. Mais pour cela, il faut leur donner cette confiance. Si chaque fois on les critique et qu'on dit que l'autre il est comme ça, l'autre il est comme... Mais cette confiance, ils l'auront pas. Et d'autant plus que quand tu retrouves sur le terrain, c'est plus difficile. Moi, je l'ai dit, quand j'arrive en équipe nationale, c'était ma plus grosse vitrine. Je voulais absolument bien jouer. Mais la pression que tu te mets, c'est dur. Tu vois, si tu joues pas bien, tu sais qu'on va te retomber dessus. Surtout que quand, dans ma position, tu savais qu'on allait parler de Vincent, on allait parler de, comme on fait maintenant, de Vertonghen. C'est difficile, tu vois. Donc, du coup, il faut les mettre dans une situation où il faut un peu de patience et essayer de donner confiance à ce coach qui puisse créer quelque chose avec son noyau. Parce qu'il y a le noyau, il est là. Mais maintenant, il faut leur laisser le temps. Ils sont jeunes aussi. Est-ce qu'on a le temps? Il a sorti les termes, hein. Vraiment, il a sorti les termes. Je suis content d'entendre quelqu'un qui comprend ce que je veux dire depuis très longtemps, parce que faut arrêter de comparer, comme il dit. Ce qu'on a vécu, on va plus jamais le vivre. C'est des joueurs extraordinaires et là, aujourd'hui, le noyau qu'on a en équipe nationale n'est absolument pas similaire à celui qu'on avait en 2018. Faut arrêter de comparer. Faut laisser le temps aux joueurs et faut arrêter de les critiquer et les soutenir, justement. Et moi, j'ai l'impression, dans les médias, on est toujours là, taper sur les joueurs, mais laissez-leur le temps. Mais c'est parce qu'il faut trouver quelque chose aussi. Oui, mais on est trop exigeant, justement. Mais c'est la réalité. Beaucoup trop exigeant. Mais je veux dire par là, c'est quand tu regardes un match et tu dois dire qu'est-ce qui ne va pas, bah, du coup, tu dois pointer sur quelque chose. Oui, et donc, ça. du coup, c'est toujours, allez, voilà. Aujourd'hui, on sait qu'on parle tout le temps de la défense de la Belgique, mais moi, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, je vois un mec comme Woodhouse, tu vois, par exemple, moi, je parlais de lui, je le connais pas personnellement, j'ai joué avec lui un peu en sélection, mais pas, et je vois un peu la saison la saison dans laquelle il est là maintenant, et j'entends tout ce qui se passe, et ça doit être très difficile, c'est difficile pour le gars, tu vois. Surtout que dans cette émission, on avait une analyse très claire sur l'impact de la défense et la responsabilité de la défense chez les Diables Rouges. C'est que ce n'est pas à mettre totalement sur le poids des défenseurs centraux. La grande qualité de cette génération 2018 qui était la tienne et ensuite à l'Euro, etc., c'était Axel Witsel. C'était un équilibriste, une véritable boussole. Le mec faisait le lien entre cette défense et le milieu de terrain. Il y avait une vraie transition, il y avait un vrai équilibre. Parfois, dans certains matchs des Diables Rouges, on se retrouve avec une distance de 15 à 20 mètres entre le milieu de terrain et la défense. À un moment donné, ils peuvent pas se retrouver seuls comme ça, comme des brebis égarées, complètement esselés, les défenseurs. Ouais, bien sûr. T'aurais été dans les mêmes difficultés, je pense. J'aurais été dans les mêmes difficultés, pareil. Mais maintenant, c'est ce que je dis, c'est que de nouveau, j'aurais été dans les mêmes difficultés, mais j'aurais pas laissé ça. Tu vois. Après, de nouveau, tu vois, ça dépend de ce qui est mis en place aussi par le coach, tu vois. Qu'est-ce que tu mets en place? Dans quelle situation tu veux qu'on se retrouve lorsqu'il y a des reconversions défensives, lorsque le ballon se retrouve dans le camp adverse? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un joueur qui soit en couverture, tu veux qu'il aille pousser, tu veux nous laisser un contre un. Tout ça, c'est des situations dans lesquelles le coach va te mettre. Et ensuite de cela, en tant que défenseur, tu sais aussi quelles sont, comme tu disais, quelles sont tes qualités et tes défauts. Tu sais que si, par exemple, tu restes en un contre un, regardez Toby Alderweireld. Toby, ça a toujours été comme ça. Toby, ça a toujours été un très bon relanceur. Son jeu de long ballon, on peut pas en discuter parce que clairement, c'est un des meilleurs au monde par rapport à cela. C'est exceptionnel. Mais sa qualité n'a jamais été la course. Ça n'a jamais été la course. Toby Alderweireld d'aujourd'hui, tu le laisses en un contre un, il veut pas. Donc, ça a toujours été, nous, par exemple, moi qui joue entre lui et Yann, je sais que Toby, il va aller en un contre un lorsque c'est devant, mais tout ce qui est derrière, c'est moi qui vais devoir aller, parce qu'il va pas pouvoir suivre. Donc, il y a cette compréhension aussi de quelles sont les qualités, les défauts des autres. Surtout ça. C'est surtout ça que je soulignerais, c'est qu'en 2018, tous les joueurs, ils se connaissaient par cœur. Et c'est ça qui fait la différence. Ici, quand tu vois le goal qu'on encaisse ici contre l'Ukraine avec Connie De Winter, ça se trouve que Connie De Winter être mis en difficulté comme ça, c'est peut-être son point faible. Mais ça, les joueurs, ses coéquipiers ne le connaissent pas. Et donc, la passe qu'ils lui mettent et qu'on encaisse le 1-1, je pense comme ça, qui relance complètement le match, c'est ça. Alors qu'avant, t'aurais jamais vu. Si justement, Alderweireld, c'était sa vitesse, ben jamais ses coéquipiers l'auraient mis en difficulté sur sa vitesse. Et je trouve que c'est ce manque d'automatisme et cette connaissance des joueurs qu'ils ont pas, parce qu'avec Tedesco, on l'a vu, chaque sélection, il changeait les défenseurs, t'avais du Smets qui était appelé une fois, puis t'avais ci, puis t'avais ça. Et donc, tu pouvais jamais
avoir ce baptisme. Là, Dédric, il jouait avec Toby à côté de lui, il savait c'était quoi la force de Toby, il jouait avec Axel, devant lui, il savait c'était quoi la force de Witzel. Et ça, il n'y a pas du tout ici. Et pour ajouter même par rapport au match de l'Ukraine, c'est que, de nouveau, tu vois, je pense que Rudy Garcia, ce qu'il a essayé de faire, c'est innover. Clairement, il a innové. Pourquoi? Parce qu'aussi, il comprenait ce qui se passait ici et que, généralement, d'après les conversations et les critiques qu'il y a eu, on demandait un certain changement par rapport à cette défense-là. Donc, il fait un choix par rapport à cela. Et moi, jamais je vais pas critiquer son choix, mais je pense juste que dans les choix qu'il fait, par exemple, tu mets Mekele avec De Kuiper, et j'imagine tu le fais parce que tu t'imagines qu'ils ont cette relation et qu'ils se connaissent. Mais le problème, c'est que De Kuiper et Mekele jouent différemment que De Bas lorsqu'il joue De Bas juste au Sporting, et ensuite tu rajoutes De Winter qui n'a joué que c'est sa deuxième sélection. Et si tu regardes sur le deuxième goal, je pense qu'ils encaissent, Mekele a tendance toujours de sortir directement sur son homme parce qu'ils ont généralement l'habitude d'aller précéder la première balle à Bruges et jouer surtout à du 1 contre 1. Brendan Mekele qui fait pareil et De Winter du coup qui fait pareil. Mais dans ce moment-là, t'as De Bas peut-être au Sporting qui fait différemment dans ce genre de situation. Donc du coup, il se retrouve tout seul au point de pénalty avec le gars qui marque. Donc je veux dire voilà, c'est que il a essayé d'innover, mais les choix, je pense pas, n'étaient forcément les meilleurs par rapport à cette situation-là. Et je pense surtout que là, il y a un engouement, enfin un engouement, il y a clairement un problème autour de la sélection nationale par rapport à cette zone-là. Et le match retour, du coup, je pense que le match retour, moi, on m'a posé la question et j'ai dit, je sais pas si il va aller pour nous prouver qu'il est sûr de ses choix et il garde la même équipe, ou il va juste changer, mais c'est quoi l'autre message qu'il va envoyer aux autres personnes qui l'auront enlevé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais à choisir, j'aurais fait pareil. J'aurais mis les personnes à leur position de prédilection, tu vois. Et tu les mets là, tu sais qu'ils vont rester à une position où ils connaissent, ils savent qu'ils ont affaire à 100%, tu leur donnes la confiance et ensuite on va voir. Et après, oui, t'as Raskin qui joue un super bon match, et puis t'as Van Aken et De Bruyne aussi qui, voilà, donc du coup, voilà, je suis content que ça s'est bien passé. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent la remontada. Mais par rapport à cette situation-là, tu vois, c'est là que ça va être important, c'est que Rudy Garcia va devoir trouver cette ossature comme Martinez l'avait en 2018. Et c'est ça qui va être super important. Est-ce qu'on peut considérer cette victoire 3-0 comme un déclic? Tu étais à Genk, tu étais là-bas, tu as vécu les choses. Est-ce que c'est peut-être le match qu'il fallait pour repartir vraiment du diable Vauvert et yallah, maintenant on y va et ça va repartir sur une zone positive? Honnêtement, je sais pas si ça va être un déclic. Parce que 3 buts en 16 minutes. Ouais, quand même. Exactement. Mais si tu regardes sur la toute première partie du match, tu sais, il joue contre une équipe d'Ukraine qui défend bien, en fait. Et qui pose problème Romelu. Limite, il touche pas la balle sur les premières 60 minutes avant qu'il marque, tu vois. Donc, je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Et je pense aussi que le coach va en sortir beaucoup de positifs. Surtout de la manière dont il jouait. Parce que même si Romelu ne touche pas beaucoup de ballons, ils ont la possession de balle, ils essaient de se créer des chances. Maintenant, je pense que là, maintenant, ce qui aussi va en sortir, c'est qu'il aura lorsqu'il y aura des difficultés, il aura des solutions rapides à ces problèmes. Comme Raskin fait un super match. Moi, c'était la première fois que je le voyais. C'est la première fois que tu voyais Raskin jouer au football? La première fois que je le vois jouer, c'était contre l'Ukraine à l'aller, quand il rentre. Incroyable. Il est rentré pour qui? Il est rentré. Yuri? Non, pas Yuri. Non, Yuri est resté. Il est rentré pour... C'était, je pense que il y a eu un changement avec je pense que c'est Kevin. Ouais. C'est la première fois que je le vois. Et automatiquement, sur les 5 premières minutes, je vois la différence avec De Bast. La prise de formation, etc. Tu vois le mec qui est naturel en 6. Ouais. C'est ça. Tu le vois directement, tu vois. Donc, quand on arrive au match retour, pareil, on me pose la question, on me dit, moi, je dis, voilà, dans la sélection, Yuri, il est suspendu. Comme si, parce qu'on parlait de mettre Mokyo par exemple. Ouais. Mais Mokyo, clairement, là, la situation même, je pense pas que ça aurait été la meilleure, voilà, je pense pas que ça aurait été la meilleure chose à faire. Même si je connais personnellement que ça, je pense pas que ça aurait été la meilleure chose à faire. Raskin fait le match, il fait un superbe match. Mais il faut pas oublier que Raskin joue avec Van Aken, il joue avec De Bruyne, et je pense qu'il a ce truc du numéro 6 qui, quand tu joues contre une équipe qui te défend, du coup, il a ce ballon aussi, c'est facile pour lui de jouer. Faut oublier ce que Yuri a fait pour la sélection aussi. Ben, c'est ça mais le problème. Mais c'est pas un numéro 6, Yuri Tielemans. Écoute-moi. Donc tu peux pas le comparer à Nicolas Raskin. Moi, personnellement, je te dis ce que je pense. Faut pas oublier ce que Yuri a fait pour la sélection. Yuri a été une personne qui, clairement, il joue en 8. On sait que Yuri est un box-to-box généralement. Mais Yuri, par rapport à ses qualités,
peut faire d'autres rôles facilement aussi. Un 6, que tu demandes à un 6, un meilleur récupérateur d'aller sur tous les duels et tout, etc., comme Onana le ferait, Raskin ne l'est pas non plus. Non, mais moi, je sais pas du tout ça ce que je cherche. Je suis pas en train de dire ça, moi. Donc, pour moi, le profil de Raskin, Yuri peut le faire aussi. Je dis juste ça. Maintenant, les choix, c'est pas moi qui le fais. Et bien sûr, c'est chacun a son opinion. Je dis juste qu'il faut pas oublier ce que Yuri... niveau qualité, et surtout quand on parle du joueur, Yuri est un excellent joueur. Après, pour analyser, tu le sais comme moi, Dédric, pour analyser les qualités d'un joueur, il faut quand même se référer à des choses. Par exemple, c'est le meilleur match. Moi, je vois Yuri Tielemans avec Aston Villa, avec les 2 pare-chocs derrière en numéro 10, je me dis, là, il est crédible, c'est son rôle, c'est son jeu. Merci Yuri Tielemans, fais-nous plaisir. Dans cette position numéro 10. Mais Yuri, faut pas oublier que là maintenant, il joue avec McGinn, il forme quand même un duo qui est quand même assez solide là-bas à Aston Villa. Et c'est pas tout le temps qu'il va monter, tu vois. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est que je te parle surtout sur la redistribution de la balle. Redistribution de la balle, surtout qu'on joue généralement à 3 mètres, à 4. Quand tu vois ce que Raskin faisait, Raskin venait, il prenait la balle, il essaie de se mettre entre les défenseurs, il essaie de distribuer la balle. Yuri le fait aussi. Il le fait peut-être un peu plus haut, mais il peut le faire entre les défenseurs. Je le sais parce que je le compte. Tu vois, c'est pas, tu vois. Là, faut jamais remettre en question la qualité de passe de Yuri Tielemans. Honnêtement, c'est au-dessus du lot, tu vois. Donc voilà, moi, je n'enlève pas le mérite de Raskin parce que ce qu'il a fait, surtout après le fait qu'il ait eu le carton jaune aussi rapidement. Mais moi, je me suis posé la question, je me dis, ça va être difficile. Et je découvre un mec qui joue un super bon ballon parce que même, Axel, quand il jouait, Axel ne jouait pas forcément comme ça, tu vois. Axel avait la distribution, mais il avait plus cette tendance à jouer simple, tu vois. Il bouchait les trous et après il jouait latéralement. Alors que lui, il essaie de prendre un peu plus de risques, casser les lignes, etc. Donc, quand on parle de casser les lignes, il n'y a pas meilleure référence que Yuri, tu vois. Il y avait Rajan N'Golan à un moment donné. Mais de nouveau, on pose la question, est-ce que tu considères que Rajan N'Golan a une meilleure carrière que Yuri Tielemans? Non, évidemment. Mais si tu compares le joueur même... Avec moins d'histoire de mœurs aussi, un petit peu différent. Non, mais c'est vrai que Yuri Tielemans, c'est quand même une énigme parce que c'est un joueur sur lequel on aime taper, parce que c'est un joueur aussi, je trouve, qui n'est jamais mis dans les bonnes conditions pour être le meilleur de son niveau possible. Ça aussi, c'est un vrai problème chez les Diables Rouges. Il a forcément, je pense, beaucoup de pression, parce que maintenant, on attend de lui qu'il soit véritablement une espèce de boussole dans ce rôle de numéro 8. Mais c'est pas nécessairement aussi, j'ai l'impression, son état d'esprit. Tu vois, sa personnalité n'est pas de récupérer toute l'énergie, et tu parlais tout à l'heure de pression. C'est peut-être pas un joueur sur lequel la pression glisse comme, par exemple, pourrait l'être un Thibaut Courtois. Honnêtement, je pense que aujourd'hui, la personne que Yuri Tielemans est dans le foot aujourd'hui, je pense que ça lui convient très très bien. Maintenant, il y a une chose qu'il faut surtout pas lui enlever, c'est que Yuri Tielemans, malgré le jeune âge à laquelle je l'ai rencontré au jour d'aujourd'hui, c'était déjà un patron à ce moment-là. Ça l'est. Il a toujours été un patron. C'est une personne qui travaille très dur, qui est fort de caractère et qui connaît ses qualités. Donc c'est vrai que par rapport à la sélection, ça a toujours été un peu ce problème aussi, de nouveau, parce que du coup, on le compare beaucoup à qui? Aux autres personnes, tu vois. Mais faut pas oublier que quand tu as un trio, au milieu comme Van Aken, Kevin De Bruyne et Yuri Tielemans, chaque joueur peut prendre la place de l'autre. En fait, il y a une rotation qui se fait constamment, tu vois. Donc Yuri Tielemans n'est pas forcément obligé de se retrouver au milieu de la défense et commencer à récupérer les ballons comme ça. Il y a un trio qui se fait, il y a une rotation et quand on parle de l'intelligence du football, tu mets les trois ensemble, c'est incroyable. Tu donnerais quel conseil à cette génération de Diables Rouges pour peut-être ne pas reproduire les erreurs que toi tu as commises ou alors continuer à progresser pour atteindre le niveau qui a été le tien avec les Diables, le niveau qui a été le vôtre, je parle de manière collective avec la génération 2018. Honnêtement, je pense que il y a une chose qu'ils doivent essayer de faire, c'est surtout faire abstraction de la négativité qui est autour d'eux et essayer de prendre juste le positif en fait de leur meilleur match et essayer de clairement créer un groupe. Et je pense que Rudy Garcia, de ce que j'ai entendu, est une personne un peu comme Mario Wilmots qui crée un peu cet esprit d'équipe. Donc j'espère honnêtement que ça va la dernière victoire va les aider d'une certaine manière à pouvoir se retrouver et de pouvoir être ensemble. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que ce groupe de joueurs est là pour quand même longtemps. Donc, et à un moment ou l'autre, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de positifs parce que je pense que offensivement, on a quand même des joueurs qui évoluent à du très haut niveau. Ok, ne parlons pas de Kevin et ne parlons pas de Romelu parce qu'ils sont là depuis longtemps. Parlons des nouveaux joueurs, de Charles à Atalanta, Fofana aussi. Fofana à Lyon, Dodi à Séville, Doku à City. T'as vraiment des joueurs qui aujourd'hui qui évoluent à du haut niveau, je trouve. Et qui sont là pour très longtemps.
Maintenant, je pense honnêtement que c'est qu'une question d'abord de quel est l'ADN que le coach va pouvoir leur transmettre, et de cela c'est de pouvoir rester ensemble et d'essayer de prendre le plus de positif possible, parce que clairement aujourd'hui le problème qu'ils auront, c'est toujours cette comparaison, et j'espère que ça arrêtera, mais ça sera toujours cette comparaison avec l'ancienne génération, et c'est le plus difficile lorsqu'il y a une certaine transition. La transition, elle s'est faite sur toutes les positions en fait là. Ouais. Il y a tout le monde qui a changé, quoi. Il y en a que 2 ou 3 qui sont restés, et c'est un gros compliqué. turnover, ouais. Ouais, c'est compliqué, c'est pas facile. Ça te dirait d'être assistant de Rudy Garcia? Parce que bon, là t'es joueur libre, pourquoi pas, si on te propose? Honnêtement, je serais jamais prêt pour faire ça, je trouve. Honnêtement, aujourd'hui j'ai mon UEFA A. Et j'ai demandé récemment si c'était possible de faire mon UEFA Pro. Et ils m'ont dit que pour le faire, il fallait que j'arrête. Du coup, tu dois être en gros, tu dois être actif dans une équipe en tant que coach pour pouvoir faire l'UEFA Pro. Donc j'aurais dit que j'étais pas encore prêt de le faire. Et la vérité, c'est que moi, j'ai déjà au jour d'aujourd'hui, vu que j'ai eu beaucoup de temps, j'ai déjà parlé avec différents coachs que vous pouvez imaginer pour en leur parlant, en disant que j'aimerais bien pouvoir venir et voir comment ça fonctionne. Je pense que si aujourd'hui je dois prendre observer. Si aujourd'hui je dois prendre un poste, j'aimerais bien pouvoir prendre le poste en ayant le plus d'expérience possible pour pouvoir l'attaquer de la meilleure des manières, pas pour pouvoir commencer à zéro et se dire que voilà, tu ne le fais pas correctement. Être assistant, c'est un grand poste, hein. Honnêtement, c'est pas si simple. Mais c'est parce que je sens beaucoup de passion, concernant les Diables Rouges, concernant la manière de replacer. On a un super débat il y a quelques instants sur la manière tactiquement dont le football était en train d'évoluer. Je trouve que ta vision et l'expérience que t'as pourraient être très profitables à Rudy Garcia. C'est pour ça que je pose la question. C'est pas de la passion, c'est de la connaissance, en fait. C'est mon expérience. Mais t'es passionné dans ce que tu fais, ça t'ennuie pas. Ça c'est un sujet, Non, bien sûr, je suis passionné, mais après, je pense qu'il y a une grosse différence de quand t'es réellement baigné dedans depuis très très longtemps et que tu le fais tous les jours, comme j'ai dit, sur 15 ans, 16 ans, toutes tes semaines sont structurées tout le temps, tous les jours, et pour un certain but, jouer le week-end. Donc du coup, tu vis, tu dors football, tout est football. Donc ce que je dis là maintenant, c'est un rapport avec l'expérience que j'ai eue, c'est les rencontres, les conversations que j'ai eues avec différents coachs, etc. Maintenant, la passion, est-ce que c'est réellement de la passion? T'arrives à un niveau, tu peux même plus réellement savoir si c'est de la passion ou pas, en fait. Tu vois, la passion, tu te dis, ok, je vais regarder tous les matchs qu'il y a. Est-ce que je le fais réellement? Non, il y a des moments où j'ai mon temps libre, j'ai envie de profiter avec, tu vois ce que je veux dire, avec la famille, etc. Donc, le football ne doit pas devenir un poids dans la vie d'un footballeur. Sinon, c'est un problème. Mais ça l'est déjà. Ça l'est déjà parce que le football ramène avec le football en soi, c'est le travail. En fait, déjà de base, ça commence en étant un hobby, mais après, ça devient ton travail. Ce travail-là ramène différents types d'émotions autour de toi, que ça soit professionnellement, que ça soit avec la famille, que ça soit. Il y a trop de choses qui ne s'arrêtent pas avec le foot. Donc, bien sûr, c'est un gros poids, le foot. C'est intéressant ce que tu dis sur. C'est un gros poids. Parce que on a souvent tout le monde d'ailleurs, tendance à considérer le football comme une réjouissance parce que quelque part, c'est un peu le poumon des supporters. Ils se réveillent le week-end, ils vont voir le match, c'est leur bonheur à eux, etc. C'est leur moment à eux de plaisir. Alors que vous, c'est une journée de plus au boulot, quoi. Mais généralement, un joueur de foot, lorsqu'il part en vacances, par exemple, faut pas lui parler de foot. Généralement, il demande qu'on ne lui parle pas de foot. Mais ce que les gens vont faire, bien sûr, ils vont parler de foot avec toi. C'est clair, c'est la seule conversation qu'ils peuvent avoir avec toi. Mais attention, faut pas me prendre, ce que je dis par là, c'est que la joie que le foot te rapporte, je ne pense pas que tu la retrouveras autre part. Au jour d'aujourd'hui, je suis sans club. Et par exemple, juste le fait de se dire que tu n'as pas cette, la joie, l'ambiance du vestiaire, c'est ce qui te manque le plus, en fait. Honnêtement, c'est quelque chose que tu perds très rapidement et que tu réalises que c'est quelque chose que tu ne récupéreras pas forcément aussi rapidement. Et du coup, tu te poses la question, est-ce que j'ai réellement profité autant que je le voulais, par exemple? Ouais. C'est ça que, entre guillemets, on garde, les moments immatériels. C'est le plus important. Exactement. Ouais, c'est intéressant quand même comme analyse. C'est vrai que beaucoup se focalisent sur les trophées, mais c'est les moments qui entourent ces moments de trophées. Exactement. T'as tendance à prendre les choses pour acquis d'une certaine manière et d'oublier, tu sais, par exemple, la victoire d'un trophée, faire une parade. Si t'as pas pris tes vidéos, alors là, comment tu vas te rappeler de tout ça? T'as tellement de choses qui se passent dans ta vie, dans ta carrière, que il y a des choses que t'es obligé de captiver d'une certaine manière, tu sais, de pouvoir faire un pas en arrière et te dire, ah oui, c'est vrai que ça s'est passé. D'ailleurs, là, tout à l'heure, tu m'as recité un peu tout ce que j'ai gagné. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que j'ai oubliées, tu vois. Donc c'est bien quand tu le dis, je me dis, ah oui, c'est vrai. Mais tu n'oublies pas l'amour des gens.
C'est aussi Non. pour ça qu'on Et c'est ça travaille. aussi, c'est que tu vois la joie que ça rapporte ces gens. Et c'est pour ça que c'est difficile, en fait, de faire la balance entre ce que tu ressens réellement et ce que ça apporte aux gens aussi. C'est comme une personne qui va te dire, OK, il a manqué de respect au club, mais il oublie que c'est nous qui payons pour son salaire. En faisant référence au fait que on paye les abonnements, les tickets pour que on puisse avoir ce montant pour payer ton salaire, etc. Donc, tu vois, il y a une balance que tu dois trouver entre les deux et essayer de comprendre aussi. Moi, ce que j'ai découvert en Angleterre, c'est que le football, c'était une religion. Chaque week-end, c'était l'activité familiale. Tu sais, j'habitais en maison d'accueil quand j'ai débarqué. Les personnes qui étaient en maison d'accueil avec moi, ils avaient le logo de City sur les épaules, par exemple. Bien tatoué. Et ils allaient à tous les matchs le week-end. Moi, j'ai grandi en Belgique. On n'a jamais grandi dans ma famille. Allez, on se disait pas on va aller voir les matchs en direct le week-end, tu vois. C'était juste tu regardais le match et puis voilà. Et déjà à ce moment-là, tout le monde était plus à regarder la première ligue qu'autre chose, tu vois. Donc c'est des choses que tu comprends et voilà, le foot crée des jobs, ça crée tellement de choses. Voilà, donc je ne manquerai jamais de respect au foot. Merci en tout cas pour cette parenthèse interview. Tu peux prendre les petites pancartes, on va passer au d'accord, pas d'accord. Évidemment, hein, comme d'habitude, likez cette émission, abonnez-vous, c'est important. On a franchement eu un moment très important et ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu parler vraiment de comment est-ce que toi tu voyais le football, Dédric, parce que je pense que c'est le plus important. Je pense que tu as beaucoup de choses à apporter également au football belge, donc merci pour ça. Messieurs, je vous propose d'aller, puisqu'on a eu une belle période d'interview, directement dans le deep avec les Champions Playoffs. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, go. On va là-dessus? Allez, on démarre avec la phrase, évidemment, suite à la victoire de l'Union Saint-Gilloise face à Antwerp 5-1. Si elle joue comme face au RAFC, eh bien, l'Union Saint-Gilloise ne perdra pas un match en Playoff 1. C'est tout simplement la meilleure équipe de JPL. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Pas d'accord du côté de Quentin, pas d'accord du côté de Thomas, pas d'accord du côté d'Edric. Pourquoi? Je suis étonné, mon cher Quentin. Pourquoi? Non, ils ont bien joué, c'est sûr, mais il y a aussi plein de faits de jeu à prendre en compte. Quand c'était 2-1, l'Antwerp a mis de la pression à l'Union. Il y a eu la carte rouge qui a changé beaucoup de choses et tout. Donc oui, l'Union a bien joué. Le score est aussi sévère. C'était un Antwerp un peu amorphe. Après, faut pas oublier, dans les playoffs 1, t'as le club de Bruges et t'as Genk. C'est pas l'Antwerp en face. Donc clairement, ça sera pas aussi compliqué dans les 9 autres matchs pour l'Union que ce qu'ils ont vécu ici à domicile contre l'Antwerp. Tellement une équipe amorphe et qui est méconnaissable, mais il y a aussi des faits de jeu où, en première mi-temps, l'Antwerp a eu un goal annulé pour Balikwisha, c'était très, très léger. L'Antwerp est revenu à 2-1. À 2-1, ils prennent la rouge. Donc, quand tu prends la rouge à 2-1 à l'Union, bah, clairement, ça tue ton match. Donc, en gros, t'es en train de m'expliquer que c'est plus l'Antwerp qui est faible que l'Union qui est forte. Oui, l'Union est bon, je dis pas le contraire. Mais l'Antwerp n'a pas joué avec les meilleures de ses qualités. Ouais, non, sur ce match, on est complètement d'accord que l'Antwerp a coulé. De toute façon, déjà, à partir du moment où tu perds ton meilleur défenseur central, qui n'est pas là, et que tu changes de dispositif et que tu mets aussi même ton meilleur 10, donc Thierry sur le banc, c'est que, pour moi, c'est plutôt compliqué. T'as fait un changement d'entraîneur aussi. Pour moi, c'était absolument pas la bonne décision. Je pense que De Roek devait rester numéro 1. Malheureusement, T1, pardon. Malheureusement, ils en ont décidé autrement et on a vu les répercussions que ça a eu sur ce match-là parce que l'Antwerp c'était hyper faible et du coup je me pose la question, est-ce que c'est l'Antwerp qui était hyper faible ou est-ce que c'était l'Union qui était hyper fort dans ce match-là? Je pense qu'il y a un mix des deux, mais pour revenir à ta question, je pense pas que l'Union gagnera tous les matchs parce que faut se rappeler il y a quelques semaines, Genk a joué face à l'Union, ils l'ont emporté face à l'Union. Donc c'est encore beaucoup trop tôt pour parler de tout gagner, surtout après une journée, même si on a quasiment vécu ce scénario-là la saison passée avec le club de Bruges. C'est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus des joueurs qui s'affirment du côté du KRC Genk, des joueurs qui aussi élèvent le niveau. On ne parle pas beaucoup, mais je trouve qu'un Joris Kayembe, par exemple, est vraiment certainement dans la meilleure période de sa carrière. Évidemment, Kostas Karetzas en pleine forme, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Et puis évidemment, Tolu Arokodare. Tu n'étais pas d'accord non plus, toi, quand on disait que c'était la meilleure équipe de JPL Non, je suis pas d'accord. Je pense que clairement, ils ont joué un bon match contre l'Antwerp. Maintenant, de nouveau, il y a ces questions par rapport au niveau de l'Antwerp en ce moment même. Maintenant, je pense que surtout, comme on l'a cité, et comme Quentin l'a dit, c'est que les matchs qu'il faudrait voir, c'est contre Genk et Bruges, parce que il y a encore, il y a un mois de cela, je crois que c'était le 15, en mi-mars, ils jouent contre l'Union et ils perdent 2-1 et ils marquent qu'à la dernière minute. Donc, c'est des matchs qu'il faut voir. Maintenant, je pense qu'aussi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu dans le championnat, il y a des équipes qui sont, allez, comment je dirais, quand l'Union joue par exemple contre Bruges, tu sais que c'est des matchs qui sont beaucoup plus compliqués, ça peut basculer très rapidement, tu sais. Contre Genk, généralement, maintenant, ils ont perdu. Genk, quand tu vois que Genk joue contre l'Union, c'est des matchs qui, généralement,
sont plus pour l'Union, je dirais. Mais là, tu as vu que Genk, là, maintenant, ce que je ressens surtout, c'est qu'il commence à prendre beaucoup plus en expérience. Il commence à avoir cette mentalité un peu de gagnant. Moi, je connais Joris personnellement et je les ai vus contre Charleroi, à l'extérieur. Et j'ai vu un Genk qui commençait à jouer avec une certaine arrogance, par exemple, qui gagnait 1-0 et ensuite, à la fin, ils encaissent et ils font le 1-1. Et en fait, j'ai peur pour eux parce que je me demande s'ils vont réellement survivre jusqu'à la fin. Mais maintenant, les playoffs, c'est 9 matchs. C'est 9 finales. Hein. Ouais. C'est 9 finales. Ils jouent encore 2 fois l'un contre l'autre. Il y a tout qui peut basculer. Mais sur les 3 matchs qu'on a vus, donc des 3 clubs qui ont pris les 3 points ce week-end, je trouve que Genk a eu le meilleur jeu et m'a le plus convaincu sur les 3. C'était ma question. Est-ce que tu as été impressionné? Ah oui, clairement. Pour moi, j'ai été impressionné. Surtout le début de match, et ça partait dans tous les sens. Les 25 premières minutes avec les 2 pénaltys ratés, les fautes, les buts à l'unité, etc. Mais tu vois aussi qu'ils ont une profondeur sur le banc qui est quand même énorme, avec O qui rentre et à chaque fois il marque. T'as Bonsuba que j'adore, t'as Adeji, Strenberg aussi, tous des jeunes joueurs. T'as plein de backup dans ce noyau et c'est vraiment un noyau très complet. Je pense que c'était la question qu'on se posait au début de la saison aussi quand on faisait la comparaison avec Bruges, parce que Bruges a toujours eu ce noyau en fait avec tous ces joueurs et clairement ils ont fait juste le seul transfert avec Skov qui est parti, mais ça a toujours été la question et un peu l'avantage qu'ils ont eu sur ces dernières années, le noyau. Et c'est vrai que moi quand on me posait la question par rapport à Genk et je voyais le noyau, je me posais la question, est-ce qu'ils vont réellement pouvoir tenir avec cette cadence-ci? Et maintenant, en fait, je pense qu'avec cette confiance, du coup, tu vois que même les remplaçants, quand ils rentrent sur le terrain, ils arrivent à avoir un certain impact sur le match. Et donc, du coup, c'est vrai que possiblement qu'à la fin, ils vont réussir à rester comme ça. Hein. Mais justement, du côté de Bruges, j'ai pas cette impression-là. J'ai pas l'impression que les joueurs sur le banc sont capables de produire la même qualité que les joueurs titulaires de cette équipe. Alors qu'à Genk, j'ai cette impression-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que de base, c'était le point fort de Bruges. Ouais, okay, ouais. Mais si tu regardes maintenant, je pense qu'aussi c'est la situation dans laquelle Bruges s'est retrouvé ces derniers temps et les joueurs qui justement arrivaient à faire la différence à la saison dernière comme Mikel Stokoras, etc., qui aujourd'hui sont complètement en manque de confiance et qui ne jouent plus du tout. Ouais. Avant, tu avais Skoras qui rentrait en playoff, qui faisait les meilleurs playoffs possibles. Ouais. Tu avais Denis Sodoy qui était là, qui à chaque fois qu'il joue, parce que durant la phase classique ne jouait pas forcément très bien, et durant la phase des playoffs qui jouait tout le match, qui a ramené un certain impact. Donc le Loignou a joué quand même un rôle important, un rôle important vers la fin, et que quand je regardais Genk de base, je me disais non, ces joueurs-ci, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois qu'ils ont l'effet inverse. Maintenant attention, hein, si à Genk, si Smet ou se blesse ou Sadik, il y a plus Cuesta. Hein. Donc au niveau du défenseur central, je crois que c'est Kongolo, un jeune. C'est vraiment le seul secteur. C'est le gros problème, hein, parce qu'ils sont pas blessés. Bruges a le même problème. Ouais, après ils ont encore un Spillers, je veux dire, qui a déjà joué en Division 1, qui a déjà un peu plus de temps de jeu et tout. Mais que là, ils ont plus Cuesta, hein, donc ils ont de la chance d'avoir Sadik Smet. Ils sont pas blessés de la saison, mais si là, genre Smet se blesse au playoff, c'est là que ça va être compliqué pour eux. Et ça peut jouer le titre, ça. Mais vous êtes pas d'accord avec Romero? Il y a jamais Romero, je le trouve beaucoup trop lent. J'arrive pas à. Le problème, c'est un Sud-Américain qui a vraiment du mal, je pense, à s'acclimater au championnat belge. Et je sais pas si c'est le poids du transfert et tout, parce qu'en Argentine, moi, je fais ses performances, elle était très bonne, hein. Mais ici, il a une lenteur et je pense que l'aligner lui et Mekele ensemble, ça fait pas un bon duo. Mais si je peux rajouter juste une touche personnelle là-dessus, c'est un faux lent. Il est pas si lent que ça. Ah ouais? Non, c'est vrai que sa carrure encore, t'as l'impression que, et je pense que surtout, il s'est retrouvé dans la situation de difficulté selon la manière dont le club joue et dans les matchs où il a apparu. Et donc, du coup, c'est ce que les gens voient maintenant parce que c'est ce qui ressort directement. Mais c'est un faux lent. Et honnêtement, je pense que défensivement, il est très solide. Non, mais tu me connais très bien, toi. Lorsque tu reçois ton opportunité, si tu la prends pas, c'est ça. Voilà, j'ai juste dit ça parce que t'as dit Spiller, c'est pour ça. Vous parlez du secteur défensif. Moi, je voulais quand même mettre en avant Koki Machida parce que il est impliqué dans 2 buts face à l'Antwerp et ça commence à aller de mieux en mieux dans son implication, dans sa concentration. Ça a été bien souvent un problème durant la phase classique, la défense centrale de l'Union avec Christian Burgess qui n'est clairement plus le même joueur qu'il y a de cela 2 ans, et Koki Machida, qui quelque part subissait un peu le contre-coup de ses partenaires moins forts, et on sentait que c'était pas le type de joueur qui allait prendre le lead pour justement compenser les erreurs. Et là, j'ai l'impression de revoir un Koki Machida qu'on aimait bien. Peut-être que c'est ça aussi une clé pour l'Union, avoir une défense centrale un peu plus stable, quoi. C'est ça. Pour moi, ça va être un élément
essentiel pour l'Union, c'est que c'est 3 joueurs qui se connaissent super bien. On en revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'équipe nationale belge. T'as un McAllister, Burgess, Machida, ça fait combien d'années qu'ils jouent ensemble? Ils connaissent les qualités, ils connaissent les défauts des autres. Ils connaissent le système des playoffs. Ils ont toujours été, on en a déjà parlé ici, dans la position du chassé. Maintenant, c'est le chasseur. Donc, ils savent comment ça se passe. Ils sont au courant, ils ont cette expérience. Je pense que ce trio-là peut vraiment être une clé importante de l'Union cégéloise. Et on peut même parler de Quatuor avec Maurice. C'est vraiment le cadre défensif là de l'Union. Ils se connaissent par cœur. Ils ont cette expérience, ils ont vraiment ce réel plus. Un joueur aussi qui pourrait faire du bien durant les playoffs, c'est Charles Van Hout. Ah non, je suis pas d'accord. Qui a beaucoup d'expérience. Moi, je trouve en tout cas que c'est un joueur très intelligent. Moi, je l'adore. Hein. C'est un des meilleurs milieux de terrain de. Tu l'aimes pas, toi? Si, justement, je vais te dire, c'est un des meilleurs milieux de terrain de notre championnat. Je l'adore. Mais ce que Camille Van Den Perre fait aujourd'hui, on peut rien dire. Ouais. On peut rien dire. Pour moi, j'ai pas l'impression que Van Hout est absent en ce moment. Alors que, justement, on devrait ressentir cette absence-là. Mais Van Den Perre, il est, long, hein. Oui, c'est long, mais c'est pas la première fois qu'il fait un bon match à Van Den Perre. C'est pas, ah non, c'est un très bon joueur. Justement, si Van Hout part cet été, il est déjà remplacé. Donc, niveau recrutement, c'est parfait. Et peut-être qu'il va partir d'ailleurs cet été. Je sais que le club de Bruges l'aime bien. Voilà, comme ça, je te le dis. Noah Sadiki d'ailleurs aussi, hein. Il y aura plus de nouvelles dans les prochains jours sur Noah Sadiki, mais ça bouge également de son côté. Encore une fois, du côté de l'Union, on va devoir recommencer. Comme chaque année, ils y arrivent. Et ils y arrivent, hein. Et ils y arrivent, hein. Ils ont leur plateforme de transfert qui fonctionne très très bien. Ils arrivent à sortir des joueurs qui finalement on ne connaît pas forcément, mais qui nous montrent sur les phases classiques et sur l'année que voilà, que c'est des très bons joueurs. Et finalement, comme ils ont fait les transferts aussi dernièrement, donc ça fonctionne bien. Allez, place au match de la semaine. Bien évidemment, le topper, faut en parler, messieurs. Victoire assez tranquille quand même du club de Bruges, 2-0 face au Sporting d'Anderlecht. Une petite question toute simple, parce qu'il faut quand même parler des Mauves. À titre personnel, je suis inquiet. Est-ce que vous êtes inquiet pour la fin de compétition des Mauves? Je pense que c'est la première fois que je suis aussi inquiet pour cette équipe d'Anderlecht, parce que qu'est-ce que c'était fait face à Bruges. Limite là aussi, j'ai un peu l'impression, est-ce que c'est parce que Bruges est vraiment fort ou est-ce qu'Anderlecht est vraiment très mauvais? Mais là, je pense plus vers le fait que Anderlecht est vraiment très mauvais, alors que je reste persuadé que ce noyau a un vrai talent et beaucoup de potentiel, mais ça ne sort pas. Et le changement Asie, pour moi, c'était pas la bonne. Ouais. On va y venir dans quelques instants. Mais c'est parce que je veux justement parler par rapport au dispositif. J'ai toujours préconisé le fait que jouer à 3 avec des Bissons, c'est très bien pour Anderlecht, mais tu dois jouer d'une manière dominante. Et là, on n'a pas du tout vu une domination d'Anderlecht. Loin de là, il y a personne qui prenait le lead. Il y avait personne qui était là pour gagner cette rencontre. J'avais l'impression. Il va être en rodage. Oui, qu'est-ce qui se passe à Anderlecht en fait? Je pense qu'ils vont clairement lâcher le championnat. Ils ont une mission et la mission d'Asie, ça va être d'essayer de remporter la coupe. Je pense, donc ça va donc tu juges ta saison sur 90 minutes. Mais c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'Anderlecht doit le faire parce que je pense qu'en championnat ils ont un retard beaucoup trop monstrueux par rapport aux 3 autres et même s'ils finissent 4e, ils doivent encore aller contre le vainqueur des playoffs 2. Mais je pense que là, Asie, il a peut-être 5 à 6 semaines pour préparer cette finale de la coupe contre le club de Bruges et il va être vraiment dans une mission où il va essayer de faire des expérimentations, il va tester, il va essayer d'avoir la meilleure équipe et les meilleurs joueurs en forme pour. Je pense qu'ils sont même le week-end prochain, ils s'en foutent d'être bons, ils s'en foutent d'être performants. Mais ce qu'il veut, c'est que la finale de coupe contre le club de Bruges, il ramène un trophée Anderlecht et on va lui dire ah ben Asie, il est venu, il a ramené un trophée. Ça fait longtemps qu'Anderlecht n'a plus gagné un trophée. Il a pas passé les moi ça m'énerve, ça. Ah ouais, c'est ce qu'ils vont dire, hein. C'est ce qu'ils vont dire. Il les a pas amenés en finale. C'est le job, hein. C'est comme ça. Je pense que ce changement, bien évidemment, il arrive parce qu'ils essaient de créer quelque chose, ils essaient qu'il y ait une certaine innovation dedans et c'est vrai que c'est compliqué pour le coach aussi d'arriver dans ce genre de situation et voilà, tu dois faire avec. Aujourd'hui, ce qui se passe à Anderlecht quand tu vois le noyau, c'est surtout la différence de qualité entre les équipes avec Bruges, par exemple, ou Genk. Mais tu trouves sur papier que Anderlecht a une équipe beaucoup plus inférieure que. Je pense que non. Ce que je veux dire par là, c'est que sur papier, non, mais par rapport à ce qui par rapport au niveau actuel, par rapport à ce qui démontre, c'est pas assez. Donc du coup. La différence est trop forte. Oui. Allez, un topper, ça reste un topper. Tu rentres une fois dans le rectangle en première mi-temps et c'est la frappe de Dolberg qui il a 1% de probabilité de marquer. Et là, c'est honteux. Je pense que c'est inacceptable, en tout cas quand tu es un fan d'Anderlecht aujourd'hui, de vivre ce genre de topper. Donc du coup, tu sais que voilà, Besnik Azi là maintenant doit essayer de ramener quelque chose, essayer de créer quelque chose. Après, je suis pas d'accord qu'ils vont réellement laisser tomber le championnat. Non, ils vont pas laisser tomber, mais c'est une manière de parler. C'est pour vraiment la coupe, ça va être l'objectif. Il y a toujours moyen. Ils ont combien je crois ils ont 3 points de différence avec. Non, ils ont plus de points. Non, ils ont c'est 23 et 31. Bon, je pense qu'est-ce que tu vois. Ils sont assez loin quoi. Voilà, ça va être difficile. Mais maintenant, c'est vrai que cette coupe là pourrait leur faire du bien aussi. Essayer de ramener un trophée, et comme tu l'as dit, du coup, on va dire que du coup, ce sera Besnik Azi qui a ramené cette coupe au club. Dédric, quand tu prends le risque de faire virer ton entraîneur que tout ton groupe aime bien pour créer un électrochoc et que tu vois cette rencontre-là, c'est qu'il y a peut-être un problème au-dessus.
pas nécessairement il l'a vécu plein de fois aussi, le changement de coach. Oui, avec Bruges, on l'a vécu beaucoup de fois. Après, voilà, je pense que dans une équipe de foot, clairement, c'est très difficile lorsqu'il faut prendre ce genre de décision. Je pense que tout dirigeant n'aimerait pas forcément prendre cette décision. Quand tu prends cette décision, c'est parce que tu penses que c'est une décision qui va ramener une décision qui est obligatoire et que possiblement que ça va ramener à un certain changement. Et on sait que généralement, lorsqu'il y a un nouveau coach, il y a possiblement une certaine réaction dans l'équipe. Maintenant, le plus difficile est toujours le premier match. Le premier match, comme on a dit, même avec Roberto Martinez, etc., c'est toujours le premier match. C'est de rentrer dedans et essayer de montrer qu'il y a un certain changement et prouver pourquoi on a fait ce changement. Mais encore une fois, est-ce qu'on a le temps, Denry? Est-ce qu'on a le temps? Il n'y a pas eu d'électrochoc. Il n'y a pas le temps, mais tu as plus de temps qu'en sélection. Ça c'est sûr. Donc du coup, voilà, je pense que là maintenant, ils ont du travail à faire et ils ont un match référence aussi qui est clairement la finale de la coupe. Et donc bien sûr. Donc ça veut dire que les matchs de play-off sont de la prépa pour un match de coupe. Non, parce que le match de la coupe sera le match de la coupe est beaucoup plus tard, c'est vrai. Oui, donc du coup, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste un match qui va déterminer peu importe les résultats qu'il y aura avant en fait. Maintenant honnêtement, quand tu vois de la manière dans laquelle joue Anderlecht, clairement, c'est un peu à l'image de leur saison aussi. Donc, c'est un peu difficile de se dire que aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette position-là et qu'il y ait réellement un changement drastique, en fait. Ça va. C'était l'objectif de la direction d'Anderlecht. C'était l'objectif, c'est des décisions difficiles, comme j'ai dit. Et les joueurs peuvent ne pas être contents, mais à la fin, ça reste les personnes d'en haut qui prennent les décisions. Donc, ma question qui suit, c'est, et je vais la poser d'abord à Thomas, est-ce que c'est une erreur de casting, Besnik-Azi? Bah moi oui, dans un certain sens, parce que moi je suis déjà pas fan du principe de reprendre un entraîneur qu'on a déjà eu par le passé parce qu'il connaît la maison. Je trouve ça un peu débile, et surtout que tu prends un entraîneur qui a été viré dans une équipe qui est quand même bien plus bas dans le classement, comme une équipe d'Anderlecht, ils ont un certain statut. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse aller chercher des entraîneurs qui ont été virés dans des clubs comme Malines, avec tout le respect que je leur dois. Enfin, je me dis, si Azi n'avait pas été viré du côté de Malines, qu'est-ce qu'ils auraient pris quoi? Je me dis, ils doivent quand même avoir un carnet d'adresses, un scouting autour de ça qu'ils vont prendre. Non, ils prennent Azi parce qu'il est libre et parce qu'il connaît la maison et parce qu'il a déjà offert des titres à Anderlecht. Non, pour moi, c'était pas la bonne solution. Pour moi, je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre comme choix. Très, très bizarre. On rappelle que le jour, justement, on tournait cette émission, donc c'était il y a de cela 2 semaines, il était sur le point de signer du côté du Cercle de Bruges. Et en dernière minute, il a été détourné par le Sporting d'Anderlecht. Ouais, je pense que dans ce genre de situation, ce que tu devrais d'abord regarder, c'est malgré la position de l'équipe, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que ce coach apporte à l'équipe, en fait. Quelle est la manière dans laquelle il joue avec Malines? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui t'intéresserait, qui pourrait rapporter un plus? Et si c'est le cas, malgré le classement, si c'est le cas et tu te dis que tu veux, qu'il a la possibilité de le faire avec des joueurs qui sont avec un peu plus de qualité, bah, tu peux t'imaginer que, par exemple, ça pourrait se passer d'une différente manière. Maintenant, est-ce que c'était le cas? C'est eux qui l'ont jugé. Clairement, moi, je sais ce que je pense par rapport à ça, mais du coup... Et tu penses quoi? C'est ce que tu penses, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, Malines n'était pas forcément dans la mission. Je pense que dans certaines situations, au départ, quand il arrive, il propose quand même un fond de jeu qui est bon, qui est bien, qui pose problème et qui est intéressant. Maintenant, c'est vrai que dans la situation dans laquelle il se retrouve à part après, c'est un peu plus compliqué. La gestion des joueurs. La gestion des joueurs qui est plus compliquée. Et de nouveau, c'est une personne aussi qui a l'air de quand même ressortir avec beaucoup de caractère aussi. Donc du coup, voilà, il y a une décision qui doit être prise. Et je te rejoins un peu sur le fait de dire que reprendre un coach que tu as déjà viré, parce qu'il connaît le club, et c'est vrai que du coup, tu lui donnes ce statut d'intérim, mais que du coup, c'est une chance pour lui de nouveau de pouvoir essayer de... Anderlecht, ça reste Anderlecht, tu vois, c'est un des plus gros clubs, ou si pas le plus gros club de la Belgique, donc du coup, tu t'imagines quand même ne pas te retrouver dans ce genre de situation dans un club pareil. Bien sûr, bien sûr. Et on va quand même passer le volet positif avec le club de Bruges. Un club de Bruges qui a fait son travail, a quelque part préparé la rencontre de manière très intelligente, a su accélérer au bon moment, a terminé cette rencontre, nous a fortement ennuyé en seconde période, mais bon, ça c'est pas leur problème, hein, ça ils s'en foutent, eux ils récupèrent 3 points et c'est très bien. Qu'est-ce que ce club de Bruges a de plus fondamentalement que ses principaux concurrents? Qu'est-ce qui pourrait dire, ok, là, le club de Bruges, c'est en ça
que collectivement, par exemple, ils font vraiment la différence? Mais c'est tout simple, le mot expérience. C'est juste une question d'expérience parce que sur les qualités, comme on en parlait ici il y a pas longtemps, c'est que je trouve que la qualité du noyau, certes, elle est bien, mais je trouve pas que celle de Genk ou de l'Union soit inférieure sur papier, bien évidemment. Parce que je les trouve pas. Enfin, le match face à Anderlecht, ils ont gagné, certes, mais j'ai pas retrouvé une certaine, comment dire. Enfin, pas dire une motivation, mais je les ai pas reconnus, le club de Bruges, dans ce match-là, parce qu'on a vu des très beaux matchs joués cette saison. Mais pour moi, je trouve que leur playoff, certes, ça commence bien en termes de chiffres, mais en termes de mentalité et de conviction de jeu, j'ai pas été séduit. Étonné par le manque de confiance aussi d'un Ferran Jutgla qui fait absolument une action exceptionnelle dans le contrôle, mouvement extraordinaire, et dans la foulée, il va nous le mettre à Petauschnock. J'ai pas compris. Il visait la lucarne, je pense. Je pense qu'il a pas voulu viser le goal marqué. Il avait dit, l'action, elle est magnifique, je dois la finir en beauté. Je pense qu'il a voulu viser trop. Il s'est dit, je vais me mettre dans les highlights de l'Europe, tout de suite, tout le monde va me voir. C'est raté. Ouais, c'est un peu compliqué. Un joueur fantastique quand il est à 100%, Ferran Jutgla. Fantastique, qui est passé par une période assez compliquée, début de saison aussi avec la venue de Nielsen et les blessures, surtout parce qu'il avait une pubalgie qui traînait déjà depuis longtemps, et maintenant tu vois que clairement avec la phase de la Champions League aussi, il a repris beaucoup de confiance, il a récupéré sa place en tant que titulaire dans l'équipe, donc du coup c'est plus simple. Mais moi, pour revenir à cela, moi ce que je dirais surtout par rapport à Bruges, c'est que ils ont compris qu'ils pouvaient gagner en étant mauvais ou pas bon. En étant mauvais. Ouais. Parce que finalement... Ils ont compris qu'ils pouvaient gagner en étant mauvais. Dans le sens où, quand je dis mauvais, c'est-à-dire, tu vois, généralement aujourd'hui, quand on va dans le foot, on est prêt à perdre même si on joue très bien. Okay. Tu vois, dans le sens où tu as des personnes qui se disent, ok, mais peu importe si on perd du moment qu'on joue notre football. Et si tu regardes au club de Bruges, généralement c'était ça. Généralement avant c'était, tu joues le match, mais le gars, si tu le gagnes 1-0, c'est pas assez, il faut que tu gagnes 4-0. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui est présenté par le coach et le staff, que je connais personnellement bien sûr, je pense que le club a réussi à utiliser la difficulté dans laquelle ils étaient auparavant, et ils l'ont utilisé comme une force au jour d'aujourd'hui. Parce que si on regarde le club, pendant une grosse période, il jouait bien, gagnait jusqu'à un certain moment, et finissait toujours par craquer à la fin, ou bien concéder le match nul, ou perdre le match d'une certaine manière. Et aujourd'hui, en fait, les joueurs et le staff a compris que aujourd'hui, gagner le match, donc le faire de la bonne manière, mais le 1-0, tu marques un goal, tu as gagné le match. Il est fini. Le match est terminé. Peu importe ce que les gens vont passer autour. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Même par rapport au changement qu'il fait, le coach, tu vois que généralement, il n'hésite même pas à sortir son arrière central qui généralement reste tout le match. Il le sort. T'es plus frais, pas de problème. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on va attendre. Et honnêtement, je pense qu'ils le font très bien. Et c'est dommage. Enfin, je pense que beaucoup de gens, comme on l'a dit, c'est clairement quand tu compares avec le noyau de Genk, tu vas te dire que Genk le gagne de la meilleure, de la plus belle des manières. Mais tu dois faire aussi avec le noyau. Parce que Bruges, aujourd'hui, quand ils ont fait beaucoup de rotations, ça s'est pas très bien passé. Donc, du coup, aujourd'hui, ils se contentent de ce qu'ils ont et ils font, contenter. C'est un gros mot parce que clairement, ils ont beaucoup d'armes. Mais, ils le font de la manière qui réussit le plus. Est-ce que dans la mentalité au quotidien, le club de Bruges est aussi fort que ce qu'on le décrit? C'est-à-dire que dans les entraînements, dans les perspectives, dans les discours, est-ce qu'il y a vraiment une mentalité spéciale qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, Bruges peut assumer son nom de Bayern Munich de Belgique, on l'appelle comme ça, pour dire aujourd'hui il y a le club de Bruges et puis il y a les autres. En Europe, ça se voit, évidemment. Mais est-ce que c'est le cas formellement au quotidien, aux entraînements, lors des pauses boissons, à la cafétéria, pendant les périodes d'entraînement? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que honnêtement, la mentalité que tu retrouves au club de Bruges est une mentalité que tu pourrais retrouver au jour d'aujourd'hui dans des grands clubs européens, dans le sens où tu évolues dans ton championnat et tu te considères comme le meilleur et tu sais que tu es le meilleur. Cette mentalité y est. Maintenant, clairement, je peux pas forcément appuyer sur ce cas-là tout le temps parce que ils se sont beaucoup retrouvés dans des situations de difficulté après les matchs de Coupe d'Europe ici en championnat. Donc, le problème aussi, ça a été ce contraste aussi de aller jouer contre les plus grands, amener un résultat et puis revenir ici et perdre. Je pense que ça rejoint aussi ce que je disais par rapport à la rotation, parce que tu dois pouvoir faire des rotations avec certains joueurs, et quand il y avait certaines rotations, du coup, les résultats n'étaient pas les mêmes. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'ils sont
aussi au top qu'on pourrait le croire. Donc ils sont friables, on peut encore les toucher. Moi, je pense qu'ils sont friables. Clairement, ils le sont. Maintenant, comme je dis, c'est que ils ont compris qu'ils l'étaient et ils arrivent à pouvoir utiliser ce défaut-là et l'utiliser pour pouvoir surmonter le problème, en fait. Comme on l'a dit, le dernier match contre Anderlecht, ils étaient complètement ennuyeux. Mais ils ont aucun problème par rapport à ça, parce qu'à la fin, ils repartent quand même avec les 3 points. Ouais, de grandes équipes comme notamment l'Inter Milan sont devenues expertes là-dessus. On s'ennuie pendant très très longtemps, mais au final, ça repart avec un petit 3 points. Et puis finalement, c'est eux qui sont leaders tout simplement du championnat. C'est intéressant ta perspective sur le club de Bruges et la manière dont tu expliques que parfois ils peuvent être efficaces sans être beaux. Parce que contre Aston Villa en Ligue des Champions, c'était l'inverse. Ils ont raté vraiment le jackpot avec des occasions vraiment 5 étoiles. Derrière, ils ont été punis, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions. Est-ce que tu penses que sur ce laps de temps très court, Nicky Hayden a vraiment fait le discours qui a changé la mentalité des joueurs en disant regardez, on a été beau, on a perdu, maintenant on va être moche mais on va gagner. Non, parce que ça date même pas de l'Aston Villa, ça date même d'avant ça. Je pense que ça date déjà de même après, je dirais la trêve hivernale, parce que je pense que le football que Bruges a démontré cette saison n'a pas toujours été excellent. Mais maintenant, le contraste qu'il y a eu, c'était en championnat d'Europe où les équipes adverses commençaient à respecter le club de Bruges et leur donner beaucoup plus d'espace. Qui généralement, tu dirais, quand tu regardes un peu les différents matchs qu'ils ont eu, la tactique qu'ils ont eu pour entamer les matchs a toujours été un peu plus sur la retenue, même à la maison, même si à la maison, c'est là où ils avaient beaucoup plus d'espace, je dirais. Mais une équipe comme Aston Villa qui vient à l'aller, c'est une équipe qui je dirais, essaye d'apprendre de ses erreurs du premier match qu'ils ont eu quand ils sont débarqués ici avec les différents changements qu'ils ont fait. Mais malgré cela, ils ont fait tellement d'erreurs, même quand tu regardes le match derrière, tu te dis, tu reconnais pas l'équipe. Mais je pense juste que Bruges était réellement au-dessus à ce match-là. Donc c'était vraiment, je pense que c'était clairement un match référence qu'ils ont, après, bien sûr, il y a eu l'Atalanta, mais c'était un des matchs références qu'ils ont eu en championnat d'Europe. Mais honnêtement, je pense que le club de Bruges a pris beaucoup en maturité. Et ce dont je parle par rapport au fait de reconnaître ces défauts-là, c'est un problème qui date pas de maintenant, ça date déjà d'il y a avant. Moi, je le dis parce que c'est quelque chose qu'on a connu, qu'on a discuté. Et je sais qu'il y a beaucoup je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont appuyé sur le fait. Donc, je sais que comparé à l'année dernière où, par exemple, on pensait beaucoup à essayer de gagner de la meilleure des manières et jusqu'à la fin, tu voulais marquer le 4e ou le 5e goal. Aujourd'hui, il y a eu un changement qui a été fait parce qu'il y a eu beaucoup de situations où, après avoir mené 1-0, exemple parfait, Antwerp, 2 fois d'affilée, tu vas et tu perds 2-1, par exemple. C'est intéressant, c'est intéressant. Quel est votre avis sur, juste pour relancer là-dessus, puis on ira sur ta patte de l'expert, Quentin, sur cette analyse justement de Dédric Je suis 100% d'accord, parce que je pense que c'est 19 points que Bruges a perdu avant ou après un lendemain européen cette saison, et notamment contre des équipes contre l'OHL ou autres, où à chaque fois ils encaissent en fin de match. Le nombre de fois où Mignolet perd le clean sheet dans les 15 voire 10 dernières minutes de jeu cette saison, c'est affolant. Donc ouais, clairement Bruges maintenant en plus ils ont cette expérience des playoffs où ce qui compte c'est les 3 points. Là, ils sont deuxième du championnat. Et ben là, à chaque fois, tant qu'on prend les 3 points, ils peuvent être champions. Donc ouais, ça va clairement être le but de, avant tout, c'est gagner avant de séduire. Et c'est clairement parce que ils apprennent de leurs erreurs, mais leurs erreurs récentes de cette saison contre des plus petits clubs. Donc tu sais que si quand tu joues contre Anderlecht, tu te dis allez, je vais aller mettre le 2-0, 3-0 et tout, à 1-0 sans l'erreur de Koosmans. Bruges n'était jamais à l'abri du 1-1 sorti de nulle part par Anderlecht. C'est parce qu'il y a une erreur de Koosmans qui permet de faire le 2-0. Et sinon, Bruges aurait pu se faire avoir, on sait jamais. Allez, on passe maintenant à la patte de l'expert. C'est tout simplement le fait marquant lié à l'actualité que notre ami Quentin, le QTN SLN International, va décrypter. Tu nous manges à quelle sauce? Alors justement, on en a parlé ici pas mal, c'est les Champions Playoffs. Je vais parler là-dessus. On voit clairement que ça va être entre guillemets un mini championnat entre les 3 premiers qui se tiennent en 6 points. On l'a vu ce week-end, les 3 premiers ont rencontré les 3 autres. Victoire des 3 premiers. Ce week-end, ça va être la même chose. Les 3 premiers vont encore rencontrer les 3 autres, mais il va y avoir une grosse différence. C'est qu'au lieu de les 3 ils jouent à domicile la première journée, les 3 vont jouer à l'extérieur. Donc je me suis penché sur lesquelles des 3 équipes pourraient déjà perdre des plumes. Et la première, champion, c'est Genk. Genk est premier, qui va à Anderlecht. Ils ont gagné 2-0 cette saison à Anderlecht. Ils ont gagné 2-0 à domicile. Mais il y a un gros problème avec Genk, c'est qu'ils ont que 20% de clean sheet à l'extérieur. Et Anderlecht a 47 ou 43% de clean sheet à domicile. Donc je pense que Genk pourrait peut-être faire un 1-1 ce week-end à Anderlecht, donc perdre des points. L'Union se déplace à la Gantoise. Ils ont été gagnés 1-3 à Gand au mois de décembre.
Je pense que quand même l'Union fera le job et va l'emporter à la Gantoise. Et Bruges qui se déplace à l'Antwerp il y a 2 mois. Ils ont perdu, Dédric t'en a parlé. Ils ont perdu 2-1, mais c'est une équipe de l'Antwerp qui a gagné plus qu'un match sur les 8 après cette rencontre-là. C'était une victoire 2-1 contre Courtrai. Donc ça fait 7 matchs sans gagner après cette rencontre-là. Donc je pense que Bruges, clairement, va peut-être pas séduire, mais va prendre les 3 points. Donc je pense qu'après le match de ce week-end, on pourra avoir seulement 4 points Genk, Bruges et l'Union qui se tiendraient vraiment dans un petit mouchoir. Et Genk, je pense, va perdre des plumes ce week-end. Donc, Genk pourrait perdre des plumes à Anderlecht. Est-ce que la tendance va vers ça, Thomas? Bah, je pense qu'il a raison dans un certain sens parce que je vois pas Anderlecht faire un 0/6. Déjà ça, parce que sinon ce serait catastrophique. Sinon, ouais. On va brûler Saint-Guy. Ah ouais, non, mais je pense que ça part en cacahuète si c'est un 0/6. Donc ouais, je le rejoins et surtout l'Union, je les vois absolument pas perdre à la Gantoise non plus. Et Bruges, je les vois carrément gagner à l'Antwerp aussi. C'est une rivalité assez spécifique, je pense que tu peux en témoigner, j'ai l'impression. Et c'était un représentant de Bruges qui était venu ici, qui en avait parlé. C'était que l'Antwerp a un peu inventé une nouvelle rivalité depuis leur titre de champion avec le club de Bruges. Et on l'a vu notamment au match ici, où l'Antwerp, les supporters et tout, comme c'était un petit jeune qui avait réussi à faire sortir Van Laken de son match, qui avait déjà pris une carte jaune et tout. On a senti les Brugeois assez démobilisés. Mais ici, on parle c'est pas le même Antwerp qu'il y a 2 mois. Et là, c'est une équipe de l'Antwerp qui est vraiment sur une mauvaise série, donc je pense que Bruges va le faire. Et moi, ce qui me fait peur pour Genk, c'est seulement 20% de clean sheet à l'extérieur. Hein. Seulement 20% de clean sheet à l'extérieur, effectivement. C'est pas nécessairement positif pour le KRC Genk, mais bon. Et c'est quand même très ouvert. Hein. Ces playoffs sont assez... C'est palpitant. On va revoir des hélicoptères dans toute la Belgique. C'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière journée du championnat, les 3 joueront à domicile. Bruges, Union et Genk. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est vraiment pas mal. On va passer au Football Time Award à présent avec un coup d'œil sur le classement général après la trêve internationale. Yes. Est-ce qu'on est toujours avec Franjo Ivanovic leader ou pas? Bah, on était avec Bertaccini, ils sont 2 en lead. Donc, ils se tapent. Donc, il n'y a pas de changement parce que celui qui a pris le point la semaine dernière, j'ai un petit trou de mémoire. Il y avait la trêve. Il y avait la trêve, ouais. Donc, il y a 2 semaines. Donc, permettez-moi d'avoir. C'est pas grave. Effectivement. Mais j'ai une petite info. Donc, tu me confirmes bien que les 2 sont leaders pour le moment du Football Time Award. Ouais. J'ai discuté avec les entourages et Franjo Ivanovic est au courant. Donc, voilà, il est assez chaud et il se dit au moins ce trophée-là, je l'aurai, quoi qu'il arrive. En tout cas, je vais essayer de l'avoir. Donc, on pourra avoir effectivement l'occasion de l'avoir en notre compagnie dans les on va dire dans les prochaines semaines, ou en tout cas de pouvoir lui donner le fameux trophée. Remporte, parce que s'il le remporte, en tout cas Adriano Bertaccini est aussi au courant et il le veut également. Ça peut déjà se jouer aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Et tous les deux auraient à la limite pu mériter peut-être un point, c'est peut-être quelqu'un qui l'a sélectionné. Et Thomas, tiens, quel est ton joueur de la semaine? On démarre avec moi? Ouais. Allez, bon, c'est un des 2 du coup. Voilà. Et il le mérite les 2. Hein. Ah, mais il nous a fait la surprise, Dédric. Ça veut dire qu'on ne sait jamais qui décide avant. Ouais, j'ai longuement hésité, mais du coup, je me suis basé sur l'impact du match et du résultat. Donc, j'ai plutôt opté pour un Bertaccini. Ouais. Adriano Bertaccini. Je vais le donner parce qu'il a fait vraiment un très très gros match. J'ai l'impression que tous les ballons offensifs passent par lui alors que c'est un attaquant. C'est un attaquant, justement, c'est complètement différent de l'attaquant dont tu parlais, qu'on connaît dans le football moderne, donc qui garde le ballon, qui muscle et tout. Non, lui, c'est vraiment un joueur qui joue justement dans le dos, qui a aussi une très bonne passe, qui a vraiment une vision du jeu intéressante, très technique aussi. C'est lui qui offre la passe à la Poussin. Et il y avait déjà plusieurs occasions qu'il avait créées aussi. Et du coup, c'est 3 points importants pour le Berscott, pour Saint-Tron, pardon, parce qu'au final, il gagne que 0-1. Donc, il déclenche le truc. Et Franjo, bon, lui, il avait, c'était déjà, on était déjà bien avancé dans la rencontre. Certes, il marque 2 buts, un sur penalty, mais ça a moins d'impact que ce que Bertaccini a apporté sur la rencontre face au Berscott. Surtout qu'offensivement, il a moins d'occasions. On est dans des difficultés aussi de de les créer, d'être efficace. Le travail est d'autant plus compliqué, donc d'autant plus, j'ai envie de dire, mérité pour notre ami Adriano Bertaccini, et qui, t'inquiète pas, il est prévenu aussi. Si c'est lui qui aura moins de matchs pour gagner des points par contre. Parce qu'il y a moins de journées en play-down qu'en play-off 1. Donc ça, c'est même pour le classement des buteurs, lui qui est en concurrence notamment avec Tolo Rakodare, il aura moins de chances d'être le meilleur buteur du championnat associé à souligner. Ton joueur de la semaine? C'est le coéquipier d'Ivanovic, c'est Promise David, c'est son goal. Le goal qu'il met, c'est incroyable. Franchement, je trouve, parce qu'en fait, pour moi, c'est l'élément déclencheur et qui change tout le match. Pourquoi? Parce que il joue pas comme certains réflexes, il serait laissé tomber, carton jaune, carton rouge pour les défenseurs. Il met le goal très important, je pense que c'est le 2-0, mais il provoque aussi quoi? Une carte jaune de Bozinov qui à 2-1 après prend la rouge. Donc c'est tellement un énorme impact son goal, et c'est incroyable la puissance physique qu'il dégage, et j'aime bien ce jusqu'au boutisme.
c'est je veux aller marquer mon goal. C'est Lukaku l'a déjà montré aussi pas mal de fois avec le national belge où il y a des fautes comme ça sur lui, il reste debout et mon but c'est d'aller marquer et j'aime vraiment bien cet esprit-là et donc c'est pour ça qu'il gagne mon point. Avec son maillot arraché comme ça, c'est l'image, elle est incroyable. Elle a tourné. L'image était dingue, mais comme quoi il faut toujours aller au bout de ses actions, Dédric. Ah écoute, si tu la mets dedans, oui. Hein. Si tu la mets pas, après les gens te critiquent. Donc. Non, mais c'est vrai que Promise David encore une nouvelle trouvaille de la part de l'Union Saint-Gilloise, mais il est exceptionnel. En tout cas, dans cette combinaison avec Franjo Ivanovic, ils se sont bien trouvés. C'est un joueur qui, encore une fois, à mon avis, va attirer pas mal de gens sur le marché des transferts. C'est une évidence. Mon joueur de la semaine, assez rapidement, Kostas Karetsas. Pourquoi? Parce qu'il est sur la lignée de son but inscrit avec l'équipe nationale grecque. Ça nous laissera encore un petit peu de tristesse pour les Diables Rouges, mais un but extraordinaire. Hein, ouais, est-ce que pour toi, il n'y a pas du Arjen Robben dans cette frappe? Rentrer du pied gauche et l'enrouler comme ça en lucarne opposée? Il y a du Arjen Robben, effectivement. Il a 17 ans, et en plus de ça, quel est le point commun, possiblement, entre Kostas Karetsas et Arjen Robben? Je vous le donne en mille. L'intérêt que porte le Bayern Munich déjà sur le joueur. On sait qu'il y a des petites, toi tu le connais d'ailleurs, la personne qui représente Kostas Karetsas, tu sais qu'il y a des liens parfois entre son représentant et Vincent Kompany. Ouais. Donc, et voilà, il y a des petites discussions. En tout cas, je sais que Vincent Kompany n'est pas insensible au talent de Kostas Karetsas. Et en plus de ça, le Bayern aime les prospects comme ça. Donc ça peut être intéressant. Se toucher de balle à la place d'un Jamal Musiala comme ça en numéro 10, se toucher de balle dans cette équipe du Bayern aussi dominante pour casser les lignes et servir un Harry Kane, ce serait incroyable. C'est un joueur exceptionnel. Je pense qu'il a un niveau de jeu surtout de maturité en termes de précocité dans ses gestes, dans ses mouvements. Franchement, Kostas Karetsas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi fort en Belgique depuis Kevin De Bruyne. Mais ce qui va être très important, c'est l'élément de son prochain club, c'est aller dans un club où il va jouer, où il va être titulaire. Je veux pas qu'il aille dans un club pour aller sur le banc, que ce soit dans un top club en Première Ligue et tout. Ça, c'est un joueur qui doit jouer chaque week-end et tout. Donc, il doit vraiment choisir un bon club. Il doit aller où, Karetsas? Dédric? Je sais pas, parce que du coup, là, tu parles du Bayern Munich et toi, tu parles du fait de jouer directement. Et là, il jouera pas dès le début, c'est ça le problème. Et tu sais que voilà. Il doit passer par une étape tremplin. Je pense qu'il doit passer par une étape tremplin, mais qu'il y ait une personne qui puisse justement le mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir évoluer et jouer tous les matchs, mais du coup, dans un championnat qui soit un peu plus élevé. Et aussi qu'il puisse se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir passer à une autre étape aussi. Parce que là, maintenant, ce qu'il fait, c'est magnifique, mais à un moment ou l'autre, il y a d'autres étapes par lesquelles tu dois passer. Et c'est vrai que être au Bayern Munich et être entouré par ce genre de joueurs, du coup, ça pourrait l'aider d'une certaine manière, mais s'il n'a pas le temps de jeu qui suit, bah, ça sera compliqué. Mais c'est un frein. Son prix de transfert, en tout cas les demandes de la part de Genk, quoi qu'il arrive, seront un frein pour les clubs intermédiaires. On sait que ça sort pas en dessous de 30 millions, et pour mettre 30 millions d'euros, il faut quand même être un club du top en Europe. Hein, pourquoi pas le Bayern le prendre, mais le prêter dans un club tremplin, style un Eintracht Francfort ou un club assez offensif en Bundesliga, comme ça, il se fait déjà la culture du football allemand, de la Bundesliga, et par exemple, souviens-toi d'un Kevin De Bruyne qui était à Wolfsburg, qui a explosé et tout dans un club de Bundesliga. Pour remplacer avant de commencer à Bremen aussi, il a galéré, c'était compliqué. Donc je pense que le tremplin est très, je pense pour le passage d'un joueur pareil, comme Kostas, c'est très important. Et du coup, de passer par des moments, bien évidemment, je lui souhaite que du succès, mais par des moments qui lui permettront de pouvoir grandir encore un peu plus, parce que les qualités, on peut pas lui enlever, on le voit tous. Hein. Ou peut-être pour remplacer Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Voilà. Si Florian Wirtz s'en va. Voilà. Ce serait un très bon club pour lui. Par contre, hein. Avoir un coach comme Alonso. Exactement. Et il y a quelque chose à jouer parce que j'ai regardé Leverkusen ici avec Florian Wirtz blessé, tu sens qu'il y a une place à prendre là-bas. Et c'est jouer la Champions League, c'est jouer le top du championnat allemand, ce serait parfait. Vincent le prendra jamais pour le prêter au bas. C'est ça le problème. Là, ouais, c'est sûr. Ouais, il fera jamais ça. Vincent qui s'est bien battu pour garder Mathys Tel. C'est vrai que c'est des jeunes joueurs très prometteurs, mais il faut leur donner des places. Il faut savoir aussi leur faire confiance. Ça aussi, parfois dans le top niveau, tu l'as dit, c'est assez compliqué, Dédric. Et regarde, l'âge n'a pas de. Regarde, Lamine Yamal à 15 ans. Xavi lui a fait confiance. Hein. Il l'a encore ici dit, il le remercie parce qu'il y a beaucoup de coachs qui lui auraient pas fait confiance à 15 ans. Donc pourquoi pas, Vincent Kompany, lui faire confiance à 17 ans au Bayern. Lamine Yamal, qui en fait est un prénom composé, c'est pas son nom de famille. Tu savais ça, tu connaissais cette histoire. C'est quoi son nom de famille? C'est un prénom arabe, à consonance marocaine, donc je vais pas forcément le prononcer, mais il l'a donné en fait pour une histoire liée en fait à sa famille et justement des gens qu'ils avaient que sa famille avait accueilli à l'époque
dans l'histoire quand ils étaient plus jeunes. Donc sa maman a voulu donner le prénom en fait des personnes qu'ils avaient accueillies. Ils avaient fait un peu famille d'accueil et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Lamine Yamal. Et donc sinon son nom de famille et son nom de prénom, c'est des prénoms, enfin c'est des noms de famille un peu compliqués à prononcer, mais c'est des à consonance marocaine. Donc voilà, comme ça c'est pour l'histoire. Le temps additionnel, quels joueurs vont performer ce week-end ou plutôt le week-end prochain, mon cher Quentin? Exactement. Donc le week-end prochain, j'ai pris un seul gardien, c'est Delange du cercle de Bruges qui reçoit le Beerschot. Le Beerschot, qu'on le sait, qui est la première équipe à descendre en division 2. C'est 60% de clean sheet pour lui à domicile. Ça reçoit le Beerschot. Le cercle de Bruges qui a perdu pour moi 2 points ici à Courtrai quand ils ont joué à 11 contre 10 doit absolument l'emporter à domicile contre le Beerschot. En défenseur, je prends Perrin pour aller avec lui du cercle de Bruges qui fait de bons matchs avec le cercle. Au niveau du club de Bruges, je prends Mekele et De Kuiper. Je prends Smets quand même à Anderlecht qui peut être assez intéressant. Godot qui reçoit Courtrai a aussi quelque chose au niveau des datas qui est très important dans les jeux de fantasy. Je prends 3 milieux de terrain. Je prends Hans Van Aken qui va à l'Antwerp. Hans Van Aken dans les gros moments doit être présent. Je prends Adem Zorgan qui reçoit le Standard de Liège. Ça doit aussi être présent à domicile contre le Standard. Et le dernier, je prends Loïc Lapoussin. Loïc Lapoussin qui reçoit Courtrai. Saint-Tron doit absolument gagner cette rencontre. On l'a vu ici, il a été décisif. Saint-Tron aura besoin d'un grand Loïc Lapoussin s'ils veulent se sauver. Au niveau des attaquants, j'en ai 2. J'ai Benito Raman qui a été décisif contre le Standard de Liège qui reçoit Dender. Donc si Malines veut prétendre à cette première place dans le playoff 2, un Benito Raman doit être important. Et Thomas en a parlé. C'est Bertaccini de Saint-Tron qui se bat pour la place de meilleur buteur. Donc va vouloir soigner ses stats. Ça reçoit Courtrai à domicile. Bertaccini décisif ce week-end, pourquoi pas. C'est une machine, le Quentin. Ça. Il aligne les noms et surtout les joueurs qui peut-être vont performer. On va jouer ou pas, Thomas? Allez, c'est parti pour l'happening. On termine en jouant ou pas? On termine en jouant. Magnifique. Donc ce que j'ai préparé, c'est un jeu qui est autour de qui tourne autour de Boyata. Donc en fait, je vais citer 3 phrases et vous allez devoir deviner le joueur qui se cache derrière ces 3 phrases. Donc pour être très clair, c'est des anciens coéquipiers à Boyata. Donc le premier qui trouve aussi. Oui. Non, c'est le but, c'est je autour de toi, c'est que tu peux donc vous permettez, je vais lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de phrases. Donc je vais pas direct citer le club, je vais le citer ça si toutefois vous trouvez pas après les 3 phrases. Donc voilà, ils ont tous les deux joué en Pro League, ils sont tous les deux un défenseur central, ils ont tous les deux été international, l'un français, l'autre belge. De qui s'agit-il? Tous les deux joués en Pro League international, français, international belge. Donc international belge, il s'agit de... Ils ont joué ensemble alors? Ils ont joué ensemble. Ah, il a Kim Mangala. Voilà, évidemment, il en a parlé tout à l'heure. Voilà, exactement. Vrai. Donc c'était lui que j'avais sélectionné pour Manchester City. Sois pas timide, Dédric. Hein. Ça va le faire. Je savais pas, c'était on passe à un autre. C'est exactement dans le même style. Ils ont tous les deux joué au club de Bruges. Ils sont tous les deux un défenseur central. Ils sont tous les deux un international. L'un écossais et l'autre belge. Ah, Henry. Jack bien joué, bravo. Jack Henry. Ça va plus vite que ce que je pensais, je suis rassuré. Le troisième. Donc, ils sont tous les deux un ancien international belge. Ils ont tous les deux participé à la Coupe du Monde 2018 et ils se sont croisés lors d'un match de Première Ligue en 2014. Pardon. Toby Alderweireld? Non. Ils se sont croisés lors d'un match de Première Ligue en 2014. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont joué l'un contre l'autre. Il était sur le banc. Et l'autre, il était sur le banc. C'était quelle équipe l'autre? Tu veux dire de l'équipe dans laquelle ils ont joué ensemble? Non, ou dans l'équipe contre. C'était contre Tottenham. Vertonghen. Non. Moussa Dembélé. Non. Vous oubliez, il y a un autre Belge qui a joué là-bas. Bah oui, Chadli. Voilà, Chadli, Ah, tu t'en souvenais pas de celui-là, tu l'avais perdu. Et ils ont joué ensemble à Twente, donc en Eredivisie. Ah, incroyable. Il y a très longtemps, il avait fait un prêt là-bas. C'est vrai. Et le dernier, bon ça c'est un peu plus compliqué. Ils sont tous les deux, ils ont tous les deux été internationaux. L'un l'est encore avec le Brésil et l'autre ne l'est plus, donc belge. L'un vaut à ce jour 52 millions et l'autre, donc Dédric Boyata, 300 000. Et ils ont tous les deux joué en Première Ligue. Cunha. Voilà. Mateusz Cunha, le joueur de Wolverhampton. Exactement. Tout à fait. Ouais, Qui une très bonne saison. Ouais, ça, c'est mon pote, ça. Je savais pas parce qu'il fallait sélectionner un joueur avec qui t'as joué, j'ai pris lui. Voilà. J'ai passé des super moments avec lui, c'était cool. C'était Huerta? Huerta, on avait une très bonne Huerta, finalement, on avait une très bonne équipe parce que la première année quand j'arrive, j'ai comme capitaine, j'ai Vedad Ibisevic, j'ai Salomon Kalou, Marko Grujic,
Ibisevic aussi, non? Oui, c'est ça, Ibisevic, l'attaquant. Quel joueur? Il y a Luke Baku qui débarque, Cunha qui débarque. Piatek aussi, non? Piatek qui débarque, il y a Jovetic qui débarque. Ouais. Ils avaient offensivement une armada. Il y a que je dise pas. Oh mon Dieu, il va m'en vouloir. Il y a Kevin Prince aussi qui vient. Boateng. Ah oui, juste, ouais. C'est un joueur du Milan AC. Il avait été incroyable, Kevin Prince. Après on a beaucoup. Il y a Lucas Touzard, il y a. Ouais, vraiment, on avait une sélection. Il y avait une équipe qui était vraiment. Belle équipe, et le Hertha Berlin, quand même, c'est un grand club, hein, en Allemagne en tout cas. Il y a beaucoup. Ils vont peut-être remonter en Bundesliga, je pense. Ils sont bien classés, non? C'est pas bien classé. Ça n'est un peu plus compliqué. Ça végète. Ouais, fallait pas que je parte. Hein. Dis-moi, Cédric, pour terminer cette émission, je vais te poser une question. Est-ce que tu as encore envie de jouer au football? Après tout ce que tu as vécu, après tout ce que tu as vibré, etc. Est-ce qu'il y a encore cette cet ADN, cette envie? Honnêtement, je pense l'envie est toujours là. Maintenant, je pense que le plus difficile, c'est aussi d'accepter que quand tu joues à un certain niveau, tu joues sous certaines conditions et le fait déjà d'avoir été à l'arrêt comme je l'ai été là maintenant, le fait de recommencer n'est pas aussi simple que cela. Maintenant, je pense que il y a toujours cette envie, mais il y a pas la peur en fait d'arrêter. Tu vois, ça je pense que c'est le plus important. Il y a pas la peur d'arrêter, mais le plus difficile est pour comme toute personne qui est dans une transition, c'est de pouvoir se dire ok, si j'arrête maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et tant que j'aurais pas réellement trouvé ce que je voudrais faire plus tard, du coup, ce serait un peu plus compliqué de réellement raccrocher d'une certaine manière, je dirais. Mais bon, le plus difficile aussi, c'est le fait de se dire, tu sais, quand tu arrêtes, tu as cette envie, tu as cet accord avec toi-même où tu te dis, ok, maintenant c'est le moment. Mais de la manière dont ça s'est terminé, en fait, c'est pas terminé de la meilleure des manières. Donc, du coup, tu as ce truc qui reste en toi où tu te dis, tu as envie de terminer d'une différente manière. Sortir par la grande porte. La grande porte, ça va être difficile, mais ce que je veux dire par là, c'est plus sortir d'une manière où tu es satisfait de ce que tu as fait, tu es satisfait de toi-même et que tu peux dire, ok, maintenant c'est merci, c'est fini. Parce que souvent, il y a des gens qui vont le dire par rapport aux blessures. Moi, c'est pas le cas, tu vois. Et ça, le problème, c'est ça que j'essaie de prouver chaque fois, mais on veut pas me croire, tu vois. mais ouais, c'est le plus dur. Et donc, si ta carrière s'arrêtait aujourd'hui, tu aurais accompli tout ce que tu voulais. Pas de regret. Tout ce que je voulais. Regret. Pas nécessairement par rapport à ce que tu as dit, on en a parlé tout à l'heure, des rencontres qui auraient pu être clutch dans ta carrière et tout, mais tu as fait tout ce que tu avais dans l'esprit, quoi qu'il arrive, t'es content comme ça va pas te laisser de goût amer. Honnêtement, regarde, moi, quand je vois mon parcours, de là où j'ai commencé, de là où je suis aujourd'hui, ou du moment où j'aurais terminé, je suis très satisfait de ce que j'ai fait. J'ai eu un parcours où je voulais, j'aimais jouer au foot, mais je m'attendais pas à avoir une carrière comme je l'ai faite. Et je suis parti en Angleterre à un très jeune âge parce que voilà, j'ai eu une opportunité, mais de base je voulais pas y aller. C'est plus mon père qui m'a un peu forcé, qui m'a dit voilà, il y a une opportunité, vas-y. Et du coup, j'ai dû prendre une décision par rapport à tout ça et me dire que même en prenant cette décision, ça voulait pas dire que ma carrière était faite. Il fallait quand même aller la chercher et essayer d'en faire quelque chose avec. Donc du coup, mon mindset a dû changer. J'ai dû plus essayer de gratter, me dire que voilà, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, je peux vraiment qu'en être satisfait. Un petit Bruxellois qui sort des Verts et qui allait à l'école à Jean 23, à Woluwe, et qui finalement se retrouve à jouer des matchs à Old Trafford et puis en équipe nationale, en Coupe du Monde et pas en Europe. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. J'ai eu des très très bons moments. Maintenant, dire que j'ai tout fait, voilà. Donc tout ce que tu voulais, tout ce que tu avais pu rêver, tu l'as embrassé dans ta carrière. Non, parce que finalement, tu peux toujours avoir plus. Ok. Ah ben non. Ça, c'est l'appât du gain, tu connais. Bien sûr, tu peux toujours avoir plus, tu peux toujours rêver d'avoir plus, tu vois. Mais maintenant, ça revient aussi avec le fait de réellement réaliser ce que tu as fait. Quand tout s'arrête, tu réalises et tu dis, ok, j'ai réellement réussi à faire cela et il faut vraiment que je le garde dans mes mémoires et ne pas oublier ce genre d'achievement, comme ils disent. Et c'est qu'est-ce que tu gardes le plus dans ta mémoire? Vraiment le truc où tu dis, quoi qu'il arrive, si ça s'arrête ce mardi, 1er avril, c'est pas un 1er avril d'ailleurs, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui reste le plus dans ma mémoire, le truc le plus marquant qui t'a marqué vraiment au fer rouge? Je dirais les trophées et médailles Coupe du Monde.
Parce que ça reste des choses que c'est des objets que tu peux réellement montrer. C'est tu sûr, vois, ça. Ça c'est. Putain, aux enfants. Voilà, aux enfants, il y a justement, on a fait on reçoit des miniatures aussi, que ce soit de la FA Cup, la Carling Cup, la Première Ligue et les trophées de l'Écosse. Donc du coup, tout ça, c'est des petites choses qui resteront toujours chez moi. J'ai gagné meilleur jeune aussi quand j'étais petit. Donc, du coup, ça reste aussi, c'est des choses qui resteront à vie. C'est sympa. Thomas, tu avais une dernière question à poser à Dédric. Ouais, info intox. Est-ce que tu as été approché par Lommel ici cet hiver ou c'était faux? Bon, oui, écoutez, parce qu'on m'a demandé ça des millions de fois. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc comme je parlais de pouvoir préparer un peu mon après-carrière, Lommel est dirigé par la City Group, le City Group. Donc du coup, le directeur du City Group est Brian Marwood et c'est la personne qui m'a recruté quand j'étais à Manchester City. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que on s'est contacté et j'ai parlé avec lui pour essayer de voir un peu si parce que moi, comme je disais, je suis à la recherche d'expérience un peu sur différents types de fonctions et je voulais voir un peu s'il y avait une possibilité pour moi de pouvoir rentrer dans le City Group pour pouvoir prendre de l'expérience sans savoir réellement vers quoi j'allais aller et du coup par hasard il était de passage à Lommel pour justement montrer ça vient de là. Et voilà, et donc du coup ce que j'ai fait, j'ai quitté Knock et j'étais à Lommel. Et quand j'étais à Lommel, je l'ai rencontré, on a parlé au restaurant, on a mangé pendant 2 heures et de là en discutant, il m'a montré le nouveau centre sportif qui était en construction de Lommel et donc j'étais là, je marchais avec lui, etc. et en terminant en fait le rendez-vous, pareil, je vais parce que je parle avec un des restaurateurs qui était là-bas qui me dit vous allez venir ici, je lui explique, je lui dis non, je suis juste un rendez-vous, une réunion. Et de là, dans les réseaux sociaux, il était mis que j'allais aller à Lommel, etc. Ça va vite, hein. Ça aurait été super vite, mais vraiment ça va super vite. Donc du coup, voilà, pour répondre, parce que même mon père qui m'envoie des messages, tu vas à Lommel, c'est pas ce que t'avais dit. Peu importe. Mais du coup, c'était pas pour y jouer. Ça. Non, c'était pas pour. En fait, c'est pas que c'était pas pour y jouer, c'était plus pour voir un peu quelle était possible à l'avenir, la possibilité pour l'avenir. En fait, c'était plus ça. Merci beaucoup Dédric en tout cas pour cette sincérité, pour ton honnêteté, pour le partage aussi de toutes ces anecdotes et tout ça. T'as une histoire exceptionnelle et je suis content que t'aies venu la raconter ici. Une petite partie, on a brassé ça pendant une heure et demie, mais je suis sûr qu'on pourrait faire encore plein de choses. En tout cas, tu es ici, tu es le bienvenu et tu reviens absolument quand tu veux. Merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation, c'était cool. C'était très voilà. Merci les gars. Merci avec beaucoup. Plaisir. On se retrouve évidemment nous deux enfin nous trois bientôt parce qu'il y aura Xavier également la semaine prochaine. Prenez soin de vous, chers amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, likez et abonnez-vous. Et le football time ne s'arrête jamais parce que le football belge ne s'arrête jamais. Ciao, ciao.